Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Ivan Kabakov, je présente l'émission Destination Francophonie sur TV5 Monde et j'ai le grand plaisir, en cette rentrée, d'animer cette matinée autour de La Fontaine et de Léopold Sédar Senghor. On va en parler avec 3 spécialistes tout à l'heure, mais pour ouvrir cette journée, je vais donner la parole à Jacques Krabal, qui a eu cette idée qui m'est arrivée aussi au cours de l'été, et je suis sûr que vous avez eu cette même idée quand vous avez reçu le carton d'invitation. La Fontaine et Senghor sur le même carton, c'est audacieux, mais il fallait le faire, et ça, il fallait bien... Jacques Krabal, il est capable de le faire, et d'ailleurs, je vais lui donner la parole. C'est le député et le secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Jacques, je te laisse la place. Merci Yvan, merci à vous toutes et tous d'être venus ce matin dans un format un peu particulier. Et je vous prie d'accepter nos excuses d'avoir dû modifier l'organisation. Et avant de rendre hommage et de remercier les personnalités qui sont là, je voudrais saluer l'engagement de Lauriane et des collègues parlementaires qui sont ici. Lauriane en tant que questeur, qui avait pris l'habitude depuis plusieurs années d'organiser ce petit déjeuner à la questure. Et donc, quand on change de lieu dans une grande institution comme celle-ci, vous pouvez comprendre que ça n'a pas été tout à fait simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le plus important, c'est que vous soyez là, nombreux. On a été victime un petit peu de notre succès, puisqu'on dépassait la jauge et pour des raisons de sécurité. Donc on est très heureux de vous voir ici. Prenez vos distances ou gardez vos masques afin que nous respections bien sûr ces règles sanitaires. Alors avant d'engager la réponse à Yvan, je voudrais vous saluer, pas individuellement toutes et tous, mais mettre en avant les personnalités qui nous ont accompagnés ce matin, mais qui sont là aussi depuis que nous mettons en avant Jean de La Fontaine et le 400e anniversaire. Je voudrais commencer par le président du GAF, groupe des ambassadeurs francophones, cher Luca Nicolescu. Merci une nouvelle fois. Tu nous as accompagnés à plusieurs reprises et je reviendrai tout à l'heure. Il y a mesdames, messieurs les ambassadeurs, et puis vous toutes et tous, dans le cadre de vos responsabilités, des associations francophones, Yvan de Maisonneuve, représentant du ministère des Affaires étrangères, Jacques Legendre, ancien ministre et qui était au poste de secrétaire général parlementaire il y a encore quelque temps, les représidents d'associations, Senghor, Monsieur Salon, qui sont là, les parlementaires. Merci, nous craignons de ne pas avoir des parlementaires, mais je salue celles et ceux qui sont venus nous accompagner ce matin, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et puis le secrétariat général administratif, Emmanuel, les collègues de l'APF, les élus du territoire, Alexandre, et puis monsieur le maire de Danleu, merci. Et pour commencer, je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait, remercier Lauriane comme je l'ai fait, mais de mon équipe parlementaire, Christelle, Benjamin, qui ont vraiment été à l'ouvrage depuis plusieurs jours et plusieurs heures. Merci à eux. Je vois aussi Nicolas, des écrivains, des acteurs. Donc c'est vraiment un grand moment de plaisir de vous accueillir. Je salue la présence d'Amadou Sall, poète, écrivain, ancien conseiller d'Abdou Diouf. Et puis, M. Romuald Foncoa, professeur de littérature francophone à l'université Paris-Sorbonne. Patrick Dandré, qui a un petit peu de retard, qui est Lafontainien, le responsable, professeur de faculté des lettres de Sorbonne Université, président des Amis Jean de La Fontaine. J'en profite aussi pour saluer le président du festival Jean de La Fontaine. Merci Michel. Et puis, j'ai oublié, mais c'est un peu le risque, Angélique Ngoma, qui nous vient du Gabon, et qui est très active au sein de l'APF, président de la commission de développement. Donc, vous l'avez compris, au-delà de ces remerciements, nous y tenons. Dans cette société de l'anonyme, il faut savoir
citer, chère Mani Vianès, aussi toutes celles et ceux qui contribuent à cette œuvre collective dans laquelle la francophonie souhaite vous engager. Donc ce plaisir de vous accueillir une nouvelle fois, j'ai envie de dire, après le RANLAG, il y avait des images qui étaient apparues tout à l'heure, après l'Académie française, après la Monnaie de Paris, c'est encore à l'Assemblée nationale pour la deuxième fois en quelques semaines. C'était le 8 juillet dernier avec Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, où nous dévoilions en effet le timbre Jean de La Fontaine à l'hôtel de la Sèque qui est juste ici devant. Et puis le plaisir en tant que député de la 5e circonscription de l'Aisne, terre natale de Jean de La Fontaine, mais pas que. Si je ne cite pas Alexandre Dumas, Alexandre de Montesquieu va m'en vouloir, et Jean Racine également. Donc, en tant que député, mais aussi en tant que secrétaire général parlementaire de la francophonie, qui, l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, est la première institution de la francophonie créée à l'initiative de Léopold Sédar Senghor, en lien avec ses homologues, le Tunisien, Habib Bourguiba, le Nigérien, Amani Yuri, et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge, et qui a contribué à la naissance de l'Assemblée constitutive de l'Association internationale des parlementaires de langue française. Alors l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous connaissez un petit peu, un peu plus pour certains autres. C'est 90 parlements aujourd'hui, 90 parlements sur les 5 continents. C'est plus de 1000 parlementaires, et donc qui a comme fondement, à la suite de l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, le socle, c'est la langue française, la culture, mais c'est aussi la volonté de promouvoir la paix et la démocratie. Donc, notre événement de ce matin s'inscrit bien évidemment à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, et pour la première fois au cours de ces commémorations, nous y associons, comme tu l'as rappelé, le 20e anniversaire de la mort de Léopold Sédar Senghor. Et il est né à Joal en 1906 au Sénégal. Il est donc mort le 20 décembre 2001 à Verson, en France. Et je sais qu'il y a d'autres événements qui vont être organisés autour de cet hommage. Et nous en avons d'autres encore dans les tiroirs. Et je salue Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, qui prochainement va organiser également un colloque sur ça. Et je souhaite que nous puissions plus loin. Je profite de la présence de l'administrateur du château François Ier pour organiser un événement dans cette future cité internationale de la langue française afin de porter également l'image de Senghor. Et on a fait une demande pour qu'il puisse y avoir un buste de Léopold Sédar Senghor à l'intérieur de cette future cité. Donc, Jean de La Fontaine, nous avons déjà commémoré, c'est pas fini, et nous mettons en avant Senghor. Donc, tous les deux poètes engagés, philosophes, mais aussi politiques. Et s'ils sont rentrés dans l'histoire, c'est pour de multiples raisons. Mais pour nous, pour vous, amoureux des lettres et du livre, amoureux d'abord de la langue française, eh bien, c'est d'abord le socle de notre engagement politique pour la francophonie. Et donc, militants de la francophonie, pourquoi ? Parce que tous deux portaient les idées de francophonie et d'universalité. C'est deux concepts que nous avons ressortis à l'occasion du 400e anniversaire de l'année Jean de La Fontaine, ont été notre fil rouge de toute l'année. Ça, c'est la carte de vœux que nous vous avons envoyée. À chacun des moments, à chacun des rendez-vous, nous avons repris cette volonté d'engager notre société vers la diversité et l'universalité. Votre participation témoigne de votre curiosité, comme l'a rappelé tout à l'heure Ivan Kabakov, la curiosité intellectuelle, en découvrant ce rapprochement pas naturel, mais audacieux, en faisant vivre ces deux illustres personnalités que 4 siècles séparent. S'il y a 4 siècles qui les séparent, il y a également beaucoup d'autres choses. Et puis, excusez-moi du peu, pardonnez-moi cette expression, réunis ici, La Fontaine, Senghor, dans la salle Victor Hugo,
excusez-moi du peu, quoi. Lui également poète, écrivain, mais aussi parlementaire, qui affirmait dans Ma pensée, Les Misérables ne sont autre chose qu'un livre ayant la fraternité pour base et le progrès pour cime. Il portait aussi la volonté d'un monde ouvert et solidaire. Ne disait-on pas, ou ne dit-on pas encore aujourd'hui, que Victor Hugo, eh bien, c'est le grand-père de l'Europe. Et il voulait un continent européen qui soit le continent d'un seul peuple pour une seule, comment dirais-je, pour ce rassemblement au-delà des frontières. Allons dire ça au peuple européen aujourd'hui. Donc, il portait, comme La Fontaine, comme Senghor, la même volonté d'un monde ouvert et solidaire. Ouverture sur les autres et solidarité, c'est tout l'enjeu de la démarche politique qui est la mienne, qui est la vôtre certainement depuis 40 ans pour moi, dans la 5e circonscription, et puis surtout depuis l'Assemblée nationale et 2018 au sein de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Vous comprenez alors pourquoi l'ombre du fabuliste m'a toujours accompagné et combien les valeurs humaines et ses morales ont guidé mon action politique, le goût du travail, la solidarité envers les plus faibles, la coopération nécessaire à la réussite de chacun, le respect des hommes et de la nature. C'est pourquoi, au-delà des événements institutionnels et des moments festifs organisés depuis juin dernier pour célébrer le 400e anniversaire de sa naissance, qui nous ont menés sur les traces de Jean de La Fontaine de Château-Thierry à Paris, pour approcher, selon l'expression qu'on a mise sur la scène, devant la scène, à la fois le rat des villes et le rat des champs, avec, il me semble surtout, la volonté de rappeler, d'insister sur les messages politiques et sociaux que Jean de La Fontaine et donc Léopold Sédar Senghor nous délivraient. Et c'est parce qu'ils sont plus que jamais d'actualité dans ce monde indécis qu'il est essentiel de rappeler les fondements d'une civilisation, respect de la diversité, engagement pour l'universalité et solidarité à travers le multilatéralisme. À un moment où le repli sur soi, où l'égoïsme demeure, il nous semble que plus que jamais, il nous faut enfoncer ce clou. Et la lecture des fables choisies en français et dans leur langue d'origine par les 17 ambassadeurs francophones, le 4 juin dernier, au Champagne-Panier, à Château-Thierry, en témoigne très largement. Ce fut un moment suspendu au cours duquel la politique a épousé la finesse et la précision de la poésie. Parce que c'est bien évidemment le goût des mots qui rapproche d'abord nos deux poètes. Ils restent des créateurs de langage, mais aussi de rythme et d'harmonie. Mais c'est aussi bien évidemment l'amour de la langue française qui les réunit, ou l'art de bien dire, pour reprendre le titre de l'exposition consacrée à Jean de La Fontaine, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale depuis le 22 juin dernier, ou à laquelle je vous invite à aller visiter à l'issue de cette conférence. Ces deux poètes, devenus chacun des immortels, à 400 ans d'intervalle, vouent finalement un culte à l'art de la nuance et au goût de la finesse. Senghor trouvait d'ailleurs dans le français l'ordre logique dans la clarté et la précision dans la nuance. Finalement, leur passion des mots relève de la poésie, mais ce qu'ils expriment poétiquement s'articule autour d'enjeux politiques et autour d'enjeux sociaux. Par l'intermédiaire de la langue française, ils communiquent, façonnent et structurent le monde dont ils rêvent. La francophonie telle que la dessinait Senghor n'est rien d'autre que le fruit d'un long cheminement culturel, intellectuel, politique et certainement aussi philosophique. Elle dessine les contours d'un nouvel ordre mondial fondé sur le respect de la diversité culturelle et linguistique, pour tendre vers l'universalité des droits humains, mais aussi de la planète. Le respect de la diversité culturelle et linguistique, qui paraissait louable mais utopique dans le cadre d'une mondialisation vouée à l'uniformisation de la pensée, véhiculée par une seule langue, n'est plus aujourd'hui un vœu pieux. Elle dépend de nous. Le processus historique est d'ailleurs enclenché.
Et la diversité devient une des premières préoccupations, au même titre que l'eau ou l'énergie. Elle est d'ailleurs apparue en 2002 au sommet de Johannesburg comme le 4e pilier du développement durable sous l'influence de l'UNESCO, et je remercie son représentant, et de l'OIF, je remercie également leurs représentants. La diversité culturelle est en effet l'essence même de l'universalité. Les deux se répondent, s'assurent mutuellement. Les différences ne sont plus considérées comme un frein ou un danger, mais au contraire comme une richesse au développement de l'universel. Elle permet d'amener la participation à la communauté humaine de chaque individu. La crise sanitaire que nous traversons l'illustre parfaitement. Nous sommes tous liés à un destin mondial. Et la question de l'altéralité est au centre de notre survie individuelle, mais aussi collective. Voilà pourquoi l'Assemblée parlementaire de la francophonie réclame une distribution universelle et équitable des vaccins contre la Covid-19 et exhorte les chefs d'État et de gouvernement à s'engager pour faire de ces vaccins des biens communs universels. Promouvoir la diversité linguistique et culturelle pour tendre vers l'universalité passe bien évidemment par condamner avec force l'uniformisation du monde et l'hégémonie de l'anglais dans les institutions régionales et internationales. La promotion de la langue française et du multilinguisme est un enjeu politique majeur et civilisationnel. La prochaine présidence de l'Europe par la France nous offre une opportunité unique pour rétablir l'équilibre linguistique qui s'est rompu ces dernières années au profit de la langue anglaise, et qui plus est, après le Brexit. Il est grand temps de réaffirmer la diversité des 19 pays de l'Union européenne, membres ou observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, qui revendique le multilinguisme, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Et rappelons, portons le message d'Umberto Eco qui disait « La traduction, c'est la langue de l'Europe ». Cela permettrait aussi d'engager la mondialisation vers une troisième voie, celle du respect des aires linguistiques, pour mettre enfin en place un cadre de dialogue efficient au sein de la communauté internationale, puisque le multilatéralisme est indissociable du multilinguisme, et seul un retour à un multilatéralisme efficace nous permettra d'avoir un cap pour la paix et la démocratie. C'est aussi par la promotion, bien évidemment, de la langue française que nous réussirons à créer un véritable sentiment d'appartenance à la communauté francophone. La future cité internationale, cher Xavier, la langue française à Villers-Cotterêts, qui sera inaugurée en 2022, porte en son sein cette ambition. Rappelons-nous, par l'ordonnance de 1539 de François Ier, la langue française a permis l'unité de la nation française. Elle est aussi devenue par la suite cet outil merveilleux, selon Senghor, qui a permis non seulement de tisser un lien humaniste à travers la terre, mais aussi d'exalter les droits de l'homme. Encore faut-il mener une politique forte, avec des moyens conséquents, à la formation du et en français, dans le cadre des politiques éducatives des pays, mais en n'oubliant jamais que ce qui caractérise l'espace francophone, c'est l'addition des langues et des cultures, pour citer le romancier guadeloupéen Daniel Maximin. Les politiques publiques en matière d'éducation, mises en œuvre dans tous les pays de l'espace francophone, devraient davantage prendre en compte la réalité linguistique, culturelle, mais aussi familiale. Rappelons-nous, Léopold Sédar Senghor, dès l'indépendance qu'il a souhaitée, s'il a toujours souhaité s'appuyer sur la langue et la culture française, il préconisait déjà le retour aux sources, au respect et à la valorisation des langues négro-africaines, avec le français en tant que langue officielle, en s'appuyant sur l'idée de négritude chère à Aimé Césaire. Il avait donc créé quelque part le concept de multilinguisme. C'est pourquoi réduire la langue française à sa dimension hexagonale, c'est la rendre totalement inapte à l'expression de l'identité de chacun des pays francophones et le condamner à très court terme à n'être qu'une langue parlée par un petit nombre de locuteurs. La culture francophone, qu'elle soit chantée, parlée ou écrite,
s'enrichit continuellement d'un phrasé, d'un rythme et de sources d'inspiration diverses et variées de tous les continents. Et surtout, comme l'expriment les linguistes, elle est avant tout une langue qui prône l'ouverture à l'autre et tisse des liens qui nous rapprochent aussi de l'universalité. Mais la bataille se situe, cher Christian, aussi sur Internet, président de l'association Lyon francophone, cet espace interplanétaire où la diversité culturelle et linguistique est réellement menacée dans les mains des GAFAM. C'est aujourd'hui un enjeu essentiel pour la souveraineté des États, mais aussi pour la civilisation, pour une civilisation de solidarité, de liberté, de créativité. Il s'agit de savoir si nous ne sommes pas en capacité de nous rassembler pour faire bloc, pour retrouver de la force par rapport à ces puissances financières, de savoir quelle civilisation nous voulons. Une civilisation de liberté, de créativité, de solidarité, ou une civilisation dans laquelle nous ne serons plus rien. Avis de Djerba concernant cet aspect de la gouvernance du numérique est essentiel. Je remercie l'ensemble des acteurs qui ont contribué à faire un avis pertinent. Je suis convaincu aussi, par rapport à cet avis, que c'est la mobilisation de la société civile, des citoyens, que nous réaffirmerons nos fondamentaux, la promotion de la langue française et le multilatéralisme, qui nous répondront avec enthousiasme aux défis qui sont devant nous. Ce petit déjeuner, pardonnez-moi de le dire, je souhaite qu'il ne soit pas anodin. Il est l'occasion de reparler, certes, de poésie, de littérature, d'analyser les œuvres de La Fontaine et Senghor. Et les experts qui seront là, nous vont nous y inviter dans quelques instants. Ce qui est déjà en soi une bonne nouvelle pour nous. Mais pour moi et mes collègues élus, parlementaires, c'est avant tout de reprendre la dimension politique des écrits, des réflexions de Senghor et de La Fontaine. La nécessité de diversité, tout comme la nécessité d'universalité, sont des enjeux politiques essentiels pour faire émerger un monde de solidarité et de fraternité. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons nous opposer à toutes les hégémonies, quelles qu'elles soient, et plus particulièrement l'hégémonie linguistique. Jean de La Fontaine et Léopold Sédar Senghor nous invitent à la mobilisation. C'est en s'engageant que nous leur rendrons hommage, et c'est le sens de ce rendez-vous. Donc, vive Jean de La Fontaine, vive Léopold Sédar Senghor, vive la diversité, vive l'universalité, et vive la francophonie. Merci à vous. Je vais laisser la parole à l'ambassadeur de Roumanie en France, qui est aussi le président du groupe des ambassadeurs francophones en France. C'est un collègue, on peut dire, parce qu'il a été journaliste pendant 25 ans, c'est ce que je ne savais pas. On en a parlé tout à l'heure. Luca Nicolescu, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, chers collègues. C'est vrai, j'ai été pendant longtemps journaliste et voilà, toujours la francophonie était au cœur de mon travail de journaliste. D'ailleurs, j'ai pas mal travaillé aussi pour cette magnifique chaîne qui est TV5, mais aussi pour Radio France Internationale, qui a un grand bureau à Bucarest et qui est l'une des radios les plus écoutées en Roumanie. Messieurs le député et secrétaire général parlementaire de l'APF, cher Jacques Krabal, chers distingués invités et surtout chers amis, voilà une rentrée francophone qui s'annonce très riche, telle que cette année anniversaire où la grande famille réunie autour de la langue française se prépare pour le sommet de Djerba en novembre. Je profite pour saluer mon collègue Grazi Guerrari, qui est vice-président du groupe des ambassadeurs francophones, ainsi que tous les autres ambassadeurs qui sont venus ici. Je suis ici aussi, bien sûr, en tant que président du groupe des ambassadeurs francophones, mais aussi en tant qu'ambassadeur de la Roumanie. Et la Roumanie, comme vous le savez, est un pays phare de la francophonie dans l'Europe centrale et orientale. Plus tôt cette année, cher Jacques Krabal, vous avez eu la gentillesse, la générosité d'inviter, comme vous l'avez dit, le GAF à Château-Thierry au cœur de l'univers de Jean de La Fontaine. Et cela nous a donné la chance de rendre hommage aux fabulistes d'une manière originale par l'interprétation des collègues ambassadeurs de leurs fables préférées. Je sais qu'il y a eu tout un travail auparavant pour décider qui va prendre quelle fable, parce que c'est sûr, il y en avait qui voulaient avoir la même poésie, mais ce qui a été le plus original, après avoir discuté avec vous, c'est que certains ont lu ça en français, mais certains dans leur langue originale. Et c'est vraiment fantastique de voir la sonorité des fables de La Fontaine
dans toutes ces diversités des langues qu'on a pu entendre. On a découvert des langues tout en découvrant le fait que la sonorité de Jean de La Fontaine reste magnifique, quelle que soit la langue dans laquelle il était parlé. Et c'était aussi un extraordinaire plaidoyer pour le multilinguisme. Donc on a vu que ces fables sont valables aujourd'hui. Et c'était aussi l'occasion très, très privilégiée pour nous de visiter le chantier de la future Cité internationale de la langue française, un projet qui avance bien. Et en plus, on a fait ça, on peut dire, une semaine avant la visite du président Emmanuel Macron. Donc, on était d'autant plus privilégiés. Ce projet qui va être valorisé à partir de l'année prochaine, l'année où commence la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et on espère vraiment que la francophonie sera également au centre. Je sais qu'il y a beaucoup de priorités, qu'il y a beaucoup de chantiers au sein de l'Union européenne, mais la francophonie, le multilinguisme doivent faire partie de ces chantiers prioritaires. Et je sais qu'il y a un travail en cours sur comment faire en sorte de promouvoir davantage le multilinguisme au sein des institutions européennes. Et la Roumanie y prend pleinement partie dans ce chantier. Et cela nous amène à l'un des pères fondateurs de la francophonie, Léopold Sédar Senghor. Son universalité se révèle à travers toute son activité et son œuvre. Et je me permets de le citer car ces mots, je trouve, sont la quintessence de sa croyance, des principes qui l'ont orienté pendant sa vie et qui nous sont restés un héritage. Sans l'essor de l'esprit, nous ne sommes rien. Et cette quête-là qui élève l'homme au-dessus de l'homme est la seule qui honore l'humanité. Et je tiens à rappeler aussi que depuis 2017, le buste de Léopold Sédar Senghor veille sur la place de la francophonie. À Bucarest, nous avons une place de la francophonie qui se trouve juste en face de cet énorme bâtiment que vous avez peut-être vu, le palais du Parlement, l'ancien palais du peuple érigé par Nicolae Ceausescu, qui est quand même le plus grand bâtiment en Europe. Et la place qui est juste devant s'appelle la place de la francophonie. Donc voilà, je tiens à remercier à mes autorités d'avoir pris cette extraordinaire décision. De Jean de La Fontaine à Léopold Sédar Senghor, voilà toute une histoire de l'humanité comprimée dans ce qu'il y est beau et généreux, qui nous anime, qui nous inspire. Je vous remercie encore une fois de nous avoir invités, d'avoir invité le GAF et de travailler avec le groupe des ambassadeurs francophones pour la promotion de la diversité, de la francophonie, du multilinguisme. Et j'ai hâte d'écouter les discussions de ce matin. Merci beaucoup. Je ne résiste pas à vous demander quelle est la fable que vous avez récitée à Château-Thierry. C'est là, on voit tout de suite le journaliste. Je vais vous donner la réponse d'ici la fin de la. Je ne pense pas vous mettre en difficulté. Voilà, c'était l'âne et. Pardon ? L'âne et le chien, voilà. Merci. Excellent. Merci, voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vos collaborateurs m'ont proposé d'animer cette table ronde, enfin cette rencontre de ce matin. J'avoue avoir été un petit peu surpris, effectivement, comme on se l'est dit tout à l'heure, de parler en même temps de La Fontaine et de Léopold Sédar Senghor. Du coup, cet été, j'ai passé mon été avec ces deux écrivains. Et plus je les lisais, et plus, effectivement, la convergence m'est apparue dans leurs œuvres comme une évidence. Et alors, pour parler de cette évidence, ce matin, nous avons trois spécialistes de ces deux auteurs, enfin, chacun à ses auteurs de prédilection, mais surtout des passionnés avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pour préparer cette rencontre. Romuald Foncois, vous êtes professeur de littérature francophone à l'université Paris-Sorbonne, mais vous faites aussi beaucoup d'allers-retours avec les États-Unis, où vous enseignez aussi là-bas. Vous êtes camerounais, et puis vous êtes l'un des plus grands spécialistes de la littérature francophone. Votre compagnon et Aimé Césaire, on peut le dire, et aussi très souvent Léopold Sédar Senghor. Vous êtes aussi le rédacteur en chef de Présence africaine. Et puis vous allez sortir, vous me l'avez dit tout à l'heure, un livre sur René Maran, qui est le premier écrivain, enfin le premier écrivain noir à avoir reçu le prix Goncourt en 1921. Et vous êtes très heureux de finir ce livre, je crois. 900 pages, voilà ce que vous m'avez dit. À côté de moi, Patrick Dandré, vous êtes professeur émérite de la Sorbonne et vous êtes un spécialiste du XVIIe siècle. Vous m'avez dit que vous vivez tous les jours avec deux contemporains de ce siècle, Molière et La Fontaine. Vous êtes même le président des Amis de Jean de La Fontaine.
Vous avez écrit de très nombreux livres sur cet auteur pour lequel vous gardez une passion intacte. J'ai pu vraiment la mesurer en m'entretenant avec vous pour préparer cette rencontre. Et puis, Hamidou Sa, nous, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Vous êtes écrivain, poète. Vous avez été, comme le rappelait Jacques Rabal tout à l'heure, conseiller d'Abdou Diouf pendant plusieurs années à l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, il y a donc 10 ans, j'ai eu la chance de vous interviewer autour de votre livre Rhapsodie fluviale, où vous rendez hommage à Léopold Sédar Senghor, mais ainsi à deux autres figures qui sont Aimé Césaire et Jacqueline de Romilly. Et je suis ravi de vous retrouver 10 ans plus tard. Alors, Romuald, lorsque je vous ai contacté en plein cœur de l'été pour préparer cette rencontre, la première question que je vous ai posée, c'est celle-ci. Quel point commun voyez-vous entre La Fontaine et Senghor ? Sur le papier, le rapprochement peut paraître, en effet, je le disais, étonnant. Deux auteurs séparés de 4 siècles, 2 continents différents, au style d'écriture a priori peu similaire. Quel point de convergence vous voyez entre ces deux écrivains ? Merci beaucoup pour cette présentation. Les points de convergence que l'on peut voir entre ces deux écrivains ont été rappelés tout à l'heure par notre hôte, à savoir la langue française et le conte. Je ne parlerai pas de la langue française parce que ça n'est pas utile pour l'instant, mais il me semble que la fascination que Senghor a eue pour La Fontaine commence sans doute par la formation qu'il a reçue en Hippocagne et en Cagne, à l'Huilgros. Il faudrait toujours le rappeler. C'est un classique. Il a fait d'un cheminement qui est un cheminement que je pourrais appeler un cheminement de tout ce qu'il y a de plus français. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais camerounais. En fait, je suis français. Je le dis de façon très nette. Je ne le cache pas. Je peux l'assumer s'il le faut. Pour une raison très simple, c'est que, au fond, ma façon de penser, ma façon d'écrire, ma façon de réfléchir est une façon qui est totalement française. Je m'en rends compte quand je vais aux États-Unis. C'est assez frappant. Et c'est bien cette francité-là, j'utilise alors cette fois-ci le terme senghorien, c'est cette francité-là, auquel je ne donne pas le même sens que Senghor, qui réunit, je crois, La Fontaine et Senghor, la passion des mots, la volonté de dire, le mot juste. Voilà, je crois, d'une certaine façon, ce qui liait, en quelque sorte, ces deux auteurs, parce qu'ils ont, je crois, la même formation française, tout simplement. Et ensuite, c'est le conte. C'est le conte et c'est la fable. Et évidemment, lorsqu'on lit Le Lièvre, qui est l'ouvrage publié par Senghor et Abdoulaye Sadji, on se dit qu'il y a quelque part, quand même, des réminiscences de lecture de La Fontaine et surtout des fables. Je dirais simplement qu'au fond, ce rapprochement-là n'est pas un rapprochement fortuit, puisque Senghor vient d'un pays, le Sénégal, et j'allais même dire l'Ouest africain de façon générale, dans lequel la fable, le conte sont des pratiques qui sont des pratiques régulières, qui sont des pratiques normales. Il suffit de lire simplement le travail qui a consacré François-Vincent Equilbec, qui était un administrateur colonial au milieu du 19e siècle. Il publie un texte en 1852, c'est quand même pas rien, sur les contes de l'Ouest africain, où il fait justement un essai, il analyse les contes, il les découvre, il les recueille, il va les publier, et à chaque fois qu'il recueille un conte ouest-africain, il note en dessous, tiens, ça me rappelle La Fontaine. Et donc l'ensemble en fait des fables qu'il connaissait sont des fables qu'il va rapprocher des contes africains. Et donc l'administrateur colonial français qui arrive en Afrique retrouve en fait en Afrique ce qu'il connaît en France, à savoir La Fontaine. Ben, il va en être absolument subjugué. Et du coup, il y a sans doute des rapprochements qui existent entre Senghor et La Fontaine, qui sont à la fois des rapprochements intellectuels parce que dus à leur formation, et des rapprochements que j'appellerais normaux, dus sans doute à la nature des contes eux-mêmes. J'imagine que Senghor, qui a longtemps enseigné, a dû enseigner La Fontaine. Ah ben, je suis à peu près certain qu'il a dû le faire sans le dire, parce qu'en fait, il n'était pas spécialiste de littérature française, il était spécialiste de grammaire. Il est spécialiste de latin. En fait, à Tours comme à Paris, il n'enseignait pas la littérature française, il enseignait le latin et le grec. Et d'ailleurs, c'est un passionné de latin. Je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui a écrit, à lui tout seul, un bouquin de pédagogie latine. C'est le Latini Discount, c'est quand même lui qui l'écrit, pour pouvoir permettre aux élèves du Sénégal d'apprendre le latin. Et c'est lui qui, en fait, remet en cause, quand il arrive à Tours en 1934 et 1935, qui remet en cause l'enseignement du latin tel qu'il est fait, justement, dans les classes de 6e, 5e. Il dit, c'est pas bon.
il faudrait absolument recommencer. Et il va se mettre justement à recommencer une grammaire. Alors, évidemment, la guerre va arrêter, j'allais dire, son enthousiasme, mais c'est quelqu'un qui est vraiment fasciné par le latin et le grec. Beaucoup moins par la littérature, mais parce qu'il est poète aussi, alors ceci explique un peu cela. Je vais poser un peu la même question à Patrick Dandré. Quel point de convergence vous voyez entre ces deux écrivains, entre ces deux œuvres? Je vais répondre auparavant. Je vous prie de m'excuser pour deux choses. Un, pour mon retard, qui est dû aux mesures de précaution qui ont été prises autour du tribunal de Paris et autour de l'île de la Cité, semble-t-il, à cause de certains procès, qui justement a du rapport avec ce que nous vivons en ce moment. Et puis deuxièmement, pour garder mes lunettes, parce que je suis affligé d'un zona qui me déforme l'œil et qui est, je crois, une maladie du surmenage. C'est la faute de La Fontaine. Alors, la réponse à votre question, à mon avis, c'est qu'il s'agit de deux auteurs qui sont à la fois identifiants et rayonnants. Un auteur identifiant, c'est quelqu'un à qui on pense immédiatement lorsqu'on envisage une question, une cause, un sujet. On parle de francité, négritude, francophonie, etc. On pense Senghor, vous voyez. Et ici, dans l'Hexagone, je dirais que lorsqu'il est question d'une référence commune, si je vous dis « Oh, vous êtes plutôt cigale que fourmi », il n'y a pas besoin de dire « Vous savez, je fais référence à une fable d'un certain La Fontaine qui… » Tout le monde a compris, vous voyez. C'est ça que j'appelle un auteur identifiant. Et il y a une certaine identification entre une forme d'esprit entre guillemets français, la mesure, l'ironie, la fluidité de la langue, l'ellipse, des éléments qui sont des qualités esthétiques, des qualités en même temps de raison, je dirais de bon sens, chose contemporaine de Descartes, mais un peu plus facile à lire. Tout cela fait de La Fontaine un de nos contemporains. Et puis en même temps, ce sont des auteurs rayonnants, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Romuald, à propos du latin et du grec chez Senghor. On va s'entendre là-dessus, parce que La Fontaine, lui aussi, c'est un homme qui est plein de latin et de grec, dans la mesure où la fable est un genre qu'il a hérité, et qu'il a hérité de très loin. Je peux même vous dire quelle est la première fable de l'histoire de l'humanité, enfin, fable au sens ésopique du terme. Il semblerait que l'on ait trouvé la trace de la première fable qui ait jamais existé dans une tablette sumérienne. Alors elle est autour de 2500, peut-être 3000 avant Jésus-Christ, on n'est pas à 500 ans près, parce que c'est un peu loin. Et c'est une tablette qui, semble-t-il, servait à des étudiants de l'Empire assyrien à apprendre la langue de Babylone, parce que la fable a toujours été liée à l'enseignement, pour devenir de bons administrateurs. Je ne sais pas s'il devenait député, mais enfin, il devenait administrateur. Et cette fable, enfin, l'allusion à cette fable, la voici. Si tu veux traverser un fleuve rapide, mon fils, accroche-toi à un puissant taureau. De même, si tu veux faire ton chemin dans la vie, mets-toi dans le sillage des gens importants. Je ne sais pas si on peut raconter ça à l'Assemblée. Je ne sais pas si les assistants parlementaires pourraient se sentir concernés. Mais vous voyez, c'est une fable très significative. D'abord parce qu'elle vient de très loin et qu'elle nous parle, vous voyez, elle nous parle très immédiatement. Ensuite, parce que sa morale est tout à fait immorale. Et vous savez, c'est ça la sagesse des fables. C'est pas la grande moralité, c'est une morale pratique. C'est une morale pour tous les jours. La dimension politique, Jacques, de La Fontaine, c'est que il s'adapte aux situations et il sait qu'il faut à tout moment trouver quelque chose de concret et de raisonnable. On dit parfois de nos hommes politiques, ils ne sont pas assez concrets, c'est le terrain. La fable, elle est sur le terrain. Elle est très concrète, très raisonnable. Et en cela, je dirais qu'elle est aussi universelle. Vous voyez, son universalité procède également de ça. Et par là, par sa sagesse, par sa nature, le fait qu'elle s'adresse à des animaux, et les animaux, jusqu'à présent, ils n'ont pas de nation, ils n'ont pas de frontières, ils n'ont même pas de langue. Les animaux, il y en a partout. Par là, également, la fable est un genre universel. Alors, tous ces éléments d'universalité convergent chez La Fontaine dans une personnalité extrêmement identifiante, à un moment où le français s'est cristallisé et a atteint à la fois son unité, sa spécificité et son caractère universel, car c'est à ce moment-là que le français a prétendu remplacer le latin comme langue universelle. Oui. L'italien a espéré pendant un temps, et c'est au XVIIe que les Français ont eu cette arrogance, que nous connaissons bien, cette arrogance de penser que leur langue serait bien digne d'être la langue de tout le monde, et qu'il était vraiment dommage que les gens ne parlent pas tous français, à commencer par les gens de l'autre côté de la Manche, qui de toute façon, grâce à Guillaume le Conquérant et à la Normandie, parlent un français à Batardi qu'on appelle l'anglais.
Donc, c'est un peu ça, si vous voulez, la réponse que je donnerai. Mais je parle trop et je m'arrête. Non, c'est très bien. Amidou, avant de te poser la question sur cette convergence, tu m'as raconté une jolie anecdote quand on s'est parlé sur le corbeau et le renard que tu devais réciter à ton papa. Et j'aimerais bien que tu nous la racontes parce que ça montre aussi l'universalité de La Fontaine. Oui, moi je pense que en m'invitant ce matin autour de ces deux poètes, quelque part l'APF jette un pont entre une enfance bercée par Jean de La Fontaine et une adolescence où Léopold Sédar Senghor est devenu pour moi un maître à penser. L'anecdote, enfant, j'ai annonné les vers de La Fontaine et nous avions cet exercice formateur qui était la récitation. Donc, apprendre les vers pour les réciter devant le maître le lendemain. Bon, galop d'essai à la maison d'abord, parce que je demandais à mon père, je tenais mon livre, je le lui remettais, et puis je me mettais devant lui pour réciter ma fable. Bon, lui, il tenait le livre, mais regardait ailleurs. Donc, moi, j'étais frustré parce que je me disais peut-être qu'il ne prête pas attention à ce que je fais. Mais au fil des ans, un jour, il m'explique, mais attendez, je suis passé par là. Et ce trésor est en moi. Je n'ai pas besoin d'avoir les yeux rivés sur le livre. Pendant que tu récites, ça se défile aussi dans ma tête, dans la part active de ma mémoire, la mémoire de mon cœur, parce que ce sont des vers que j'ai aimés enfant. Voilà. Alors, et ça, je trouve ça très beau. Mais je voudrais aussi rebondir sur, confirmer ce que notre ami a dit tout à l'heure sur la passion que Senghor avait pour le latin. Senghor était un homme habité par la prière et qui disait sa messe en latin. Il disait sa messe dans le latin de la Vulgate, le latin de Saint Jérôme. Je l'ai vu parce que les largesses du destin ont fait que j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir grandi à côté de cet homme. Et je l'ai vu, moi, musulman, je l'ai vu tous les dimanches prier, et prier en latin. Africani latine discunt, effectivement, c'est Senghor qui, professeur de latin, ayant enseigné le latin, le grec et le français aux petits Français de France déjà à partir de 1935, parce qu'agrégé en 1935, il était envoyé à Tours comme professeur au lycée Descartes, et il a enseigné le latin aux petits Français de France. Lui qui n'est arrivé en langue française que tardivement, parce que Senghor est arrivé au français à l'âge de 9 ans. Mais il fut tant et si bien qu'au bout de quelques années, il devint agrégé de grammaire. Et bon, l'agrégation de grammaire, bon, moi j'ai la faiblesse de dire que quelque part c'est 3 agrégations en une, puisque c'est le latin, c'est le grec, et puis c'est le français ancien aussi. Hein. Donc Senghor était au cœur de ce dispositif. Et devenu président de la République du Sénégal, après être passé par cet environnement où nous sommes, il a tenu le Sénégal comme le professeur tient sa classe. D'où l'importance de la littérature, des études. Parce que quand M. Dandré nous dit, identifiant, dès qu'on dit la cigale, tout le monde a compris. Je veux bien, mais cette transmission se fait par l'école. L'importance de l'école, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand même, il faut se pencher sur l'acquise de l'éducation. La littérature, pour moi, reste ce lieu privilégié où se forge le cœur et l'âme des enfants pour les aider à grandir en humanité. La littérature, aujourd'hui, l'enseignement de la littérature a tendance à reculer un peu presque partout. Or, je pense que quelque part, pour sauver notre identité, sauver notre âme, pour cultiver ce que nous avons de commun et pour avoir, comme dit Aimé Césaire, autre parlementaire, puisque j'aime bien De La Fontaine, Senghor, Hugo, mais voilà Aimé Césaire qui arrive. Bon, quand je dis Aimé Césaire, notre ami a produit un magnifique livre sur Aimé Césaire. Aimé Césaire nous dit qu'il faut trouver en nous la force de regarder demain. Or, je trouve que cette force, c'est par la promotion de la littérature,
c'est par le plaidoyer pour l'enseignement, l'éducation, que nous pourrons rester dans cette conviction qu'il suffit de donner le là pour que la suite arrive. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'élitement de beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas toujours des évidences. Pardonnez-moi aussi d'avoir été un peu long pour un propos introductif. Quelle thématique similaire vous voyez entre ces deux écrivains? L'influence, qui dit Senghor, La Fontaine, moi je pense tout de suite influence, Ésope, Horace, parce que c'est de grands latinistes, la culture classique est présente en eux, et La Fontaine, le symbolisme annibalier, comme dit notre ami Romuald, se retrouve aussi dans Luc le Lièvre. Luc le Lièvre, c'est conte africain étudié pratiquement par plusieurs générations d'élèves africains du cours moyen. Quand l'apprentissage de la langue avait encore toute sa rigueur et toute sa force, et qu'on allait dans les textes, mais pas au détour des textes, parce qu'aujourd'hui, on ne nous donne pas des textes à lire, on nous donne des textes, des commentaires sur des textes. Or, je pense que le fait d'aller directement au texte, ça a quand même aussi son importance. Ce parallèle, Senghor est nourri de La Fontaine, à coup sûr. L'a-t-il enseigné? Je ne sais pas, mais il l'a appris, Senghor. Parce que c'est toutes ces générations d'Africains qui se sont familiarisés avec la langue à travers les grands textes, qui étaient de grands textes fondateurs et qui ont contribué à donner et le goût et la passion de la langue. Mais cette langue, comme on l'a dit en introduction à cette rencontre, cette langue a pu donner toute sa substance parce qu'elle était adossée aussi à d'autres langues. Senghor dit installer l'enfant confortablement dans sa langue maternelle pour le préparer à une autre langue, à savoir le français. Donc cette diversité, cette pluralité, cette unité est quelque chose de fondamental. Et je pense que Africains, au cœur de la brousse, de la savane, on nous fait réciter le corbeau et le renard dans des paysages qui ne sont pas les nôtres, n'est-ce pas? Installe quelque chose chez nous parce que ça nous prépare déjà à cette sorte de voyage immobile. Parce que nous sommes au cœur de la brousse africaine et nous rêvons et pensons à des paysages hexagonaux. C'est comme toute ma relation avec Pagnol. Moi, j'ai voyagé en Provence avant d'avoir quitté le premier cercle familial, n'est-ce pas? Je pouvais tendre l'oreille et entendre le chant des cigales, entendre et même tourner les pages de Pagnol et me familiariser avec cet accent méridional. Et ça, c'est la magie de la littérature. Voilà donc en quoi c'est très important d'installer l'enfant dans le cœur de cette discipline qu'est la littérature. Tu voulais parler politique, Jacques, on y est aussi, évidemment. Oui, en parlant de littérature, on fait de la politique, bien évidemment, et comme ça vient d'être dit brillamment. Voilà. Romuald, j'ai un peu la même question. Est-ce que tu vois des thématiques similaires qu'on retrouve dans l'œuvre des deux écrivains? Cela a été dit déjà tout à l'heure. Alors, je vais peut-être confesser quelque chose, puisque mon collègue est néanmoins ami, Patrick Dandré, là, que j'ai plaisir à retrouver aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu depuis bientôt 2 ans, la pandémie aidant. Il y a une tradition à la Sorbonne à laquelle nous sommes tous attachés. C'est qu'en début d'année, en fin d'année, on essaie de retrouver les jeunes et les vieux, ceux qui sont partis et qui reviennent, autour d'un pot. Alors, c'est très bien, parce qu'en fait, tout le monde se retrouve pour boire un coup, pour dire les choses de façon très simple. Et c'est très bien parce que ça permet en fait de tisser des liens. C'est très bien de tisser des liens entre les générations. Tisser des liens. J'y viens, ne vous inquiétez pas. J'y viens, tisser des liens. Il y a besoin de se dire aujourd'hui qu'il faut tisser des liens. Oui, il faut tisser des liens. Et je crois que la fable tisse des liens. Ça tisse des liens entre les générations, ça tisse des liens entre les cultures, ça tisse des liens entre les individus, ça tisse des liens entre les pratiques, ça tisse des liens entre les cultures. Et ça n'a l'air de rien comme ça, en fait. Mais si on prend La Fontaine,
que j'ai beaucoup découvert en allant au séminaire de Patrick Dandré. Il ne savait pas pourquoi je venais tous les jeudis ou tous les mardis, je ne sais plus très bien, c'est un séminaire à 18h. C'était pour écouter un cours qui ne me concernait en rien, spécial du XVIIe siècle. Qu'est-ce que je viens faire là? Moi, je suis spécialiste de littérature francophone, de l'autre côté de la montagne. Mais en fait, la réalité, c'était que je voulais écouter ce qui tissait le lien entre le XVIIe siècle et la littérature francophone. Et ce qui tissait le lien entre les contes que nous avons appris quand on était jeune. Je rappelle que mon père est professeur de littérature, et donc, en fait, d'une certaine façon, je n'ai aucun mérite. Et qu'au fond, toute cette histoire de littérature était à la fois ma bibliothèque à la maison et, j'allais dire, la mémoire que j'ai eue quand j'étais enfant. Et je voulais comprendre comment ça se fait que cette mémoire-là, je l'ai à 10 000 km de Paris et qu'au fond, en arrivant ici, je n'ai pas eu l'impression d'avoir découvert quoi que ce soit, des liens. Et ce lien passe précisément par le fait qu'entre La Fontaine donc, et Senghor, le lien passe par l'éducation. C'est l'enseignement, ça a été dit tout à l'heure, c'est la création, c'est le renouvellement, pas la création, de formes qui sont des formes anciennes. Patrick Dandré disait tout à l'heure qu'on est à l'ère sumérienne, et puis on est au XVIIe siècle. Je dirais on est à l'ère sumérienne et on est au XXe siècle. Et évidemment, il y a cette relation qui s'établit entre les peuples, les cultures et les langues à travers des formes qui sont des formes de littérature. Et ces formes sont des formes uniques, pardon de dire les choses comme ça. À la fois quelque chose qui se dit ici, pas loin de Babylone, et qui se dit là-bas, pas loin de Dakar, se pratique exactement de la même manière, se dit exactement de la même façon, avec peut-être exactement la même morale ou immorale, je ne sais pas, mais avec quelque chose qui est de l'ordre de l'imagination et d'une création qu'il faudrait reconnaître comme étant l'unité des sujets que nous sommes en tant qu'êtres. Ce qui nous fait, nous, aujourd'hui, nous retrouver aujourd'hui, c'est peut-être parce que quelque part, nous avons conscience que la langue que nous pratiquons, la littérature que nous aimons, permet en fait de pouvoir dévoiler des sujets qui nous concernent. Et c'est en ça que nous sommes en fait humains. Pourquoi est-ce que Senghor et La Fontaine ont été l'un et l'autre des défenseurs de l'humanisme? Mais c'est bien cela. C'est qu'en gros, la littérature nous permet tous de pouvoir dire quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous rassemble. C'est effectivement, n'est-ce pas, le sujet humain. Et ce sujet humain-là doit avoir exactement la même morale, quel que soit le lieu. Et évidemment, puisque les hommes sont très, comment je dirais ça, imbus d'eux-mêmes et ne savent pas le dire, alors ils passent par les animaux. Les animaux, ça a été dit tout à l'heure, n'ont pas de frontières. Ce qui est juste d'ailleurs, les animaux n'ont pas du tout de frontières. Je prenais juste un élément pour montrer en quoi les animaux n'ont pas de frontières. C'est Senghor, la postface d'Éthiopique, comme les Lamentins vont boire à la source. Vous prenez les Lamentins, personne ne sait ce que c'est que les Lamentins, on sait à peu près ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. De temps en temps, ah oui, ben, c'est peut-être comme a dit Buffon dans son histoire naturelle. Peut-être pas. Dit Senghor, au début, n'est-ce pas, de sa postface d'Éthiopie. Peut-être pas. Alors, le lamentin, on le trouve partout, le lamentin, avec des formes totalement différentes. En fait, chez les Indiens, en Afrique, aux Antilles, mais avec des formes différentes. Finalement, le lamentin, c'est quoi? Ben, c'est le miroir de l'homme. Si on trouve le lamentin partout, vous trouvez l'homme partout. Comme les lamentins vont boire à la source, ben oui, c'est qu'en fait, partout dans le monde, nous faisons de la littérature. Nous allons tous à la source pour produire justement une littérature. Et à la source de quoi? À la source des contes, à la source des fables, à la source des fabliaux, à la source, évidemment, n'est-ce pas, de nos épopées, pour pouvoir renouveler presque toujours, n'est-ce pas, les épopées dans la littérature. Les écrivains aujourd'hui, au XXe siècle, ne font pas mieux ni moins bien que ceux du XVIIIe, du XVIIe, du Moyen-Âge. Ils ne font pas moins bien en latin, en grec, en français, en allemand ou en anglais. Ils ne font pas moins bien en swahili ou alors en kinyarwanda. Non, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire renouveler par la langue une production qui est très, très ancienne et qui est justement ce qui nous permet à nous de nous considérer totalement différents des animaux, encore que nous ne sommes que des animaux à deux pattes, comme chacun le sait. Voilà, c'est peut-être ça, en fait, qui rassemble le sujet, en fait, entre les deux auteurs. C'est la transmission de la littérature. Qu'est-ce que le 17e, je ne sais pas si on dit ça, en pense? Oui. Comment expliquer que c'est ça qui explique que La Fontaine est aussi contemporain aujourd'hui? Parce que je vous ai posé la question, oui, s'il y a eu encore des études sur La Fontaine, est-ce qu'on n'avait déjà pas tout dit sur La Fontaine? Ah non, heureusement. Non, alors, puis de toute façon, le propre d'une génération, c'est de contredire ce que la génération précédente a dit, donc il y aura toujours quelque chose à dire, ne serait-ce que de dire différemment de ce qui a été dit avant. Je dirais que pour moi, ce qui est similaire entre eux et qui fait l'un des pouvoirs fondamentaux de la littérature, c'est le détour par quelque chose de pas vrai, par l'invraisemblable,
par des animaux qui parlent. C'est le fait de ne pas aller directement aux choses, mais de prendre distance. On sait que pour bien voir une chose, il faut la mettre à distance, parce que si vous l'avez sur le nez, vous ne la voyez pas. Donc cette prise de distance, la littérature l'autorise. Elle l'autorise comment? Par la métaphore, par le déplacement. Vous savez, je cite souvent cette phrase de Cesare Pavese que j'aime bien. « La poésie commence le jour où un imbécile dit en regardant la mer, on dirait de l'huile ». Et Cesare Pavese commente en disant « il y a déjà ici un certain rapport, l'établissement d'un lien entre deux éléments qui n'auraient jamais dû se rencontrer, la mer et l'huile ». Eh bien, le conteur, ou le fabuliste, quelqu'un qui pratique le détour pour aller plus directement au centre des choses. Et c'est par cet effet que leurs deux œuvres sont au centre de la poésie. Ce ne sont pas véritablement des œuvres qui se disent exactement poèmes au sens traditionnel d'une forme, j'écris une épopée. Non, la fable n'est pas par nécessité ou par tradition un genre poétique. Oui, mais La Fontaine a révélé ce qu'elle avait de poétique en elle en pratiquant ce détour. Et ce que vous disiez de la littérature, qui est tellement vrai, c'est aussi l'idée que lorsqu'on entre dans une classe et qu'on commence à faire de la littérature, c'est ce que je disais quand j'étais professeur de lycée, on fait une épopée, on se met entre parenthèses, on oublie le monde et on va le récupérer d'une autre façon. L'établissement scolaire doit être une zone franche, hors société. Il faut s'en dégager parce que le vrai moyen d'entrer dans la société, de la connaître et de la comprendre, c'est d'abord de prendre distance pour l'examiner, pour entrer en elle par d'autres voies qui peuvent être les voies de l'émotion, de l'imagination, de l'image, de la métaphore, que sais-je. Et c'est ce jeu que ces deux écrivains ont réussi si magnifiquement à pratiquer à partir de ce qu'il y a de plus partagé, de plus fondamental, qui est le conte populaire, le conte de bonne femme, la fable la plus évidente, les choses qui se disent comme ça, presque des proverbes, vous voyez, tout à fait de la base des choses, et à monter ça en un raffinement extrême qui est celui d'une écriture complètement particulière, précieuse, magnifique, enfin une écriture que nous mettons, nous, les universitaires, des années et des années à analyser. C'est ce rapport entre ces deux choses qui leur permet de nous redonner le monde, débarrassé de la couche d'usure, d'usage, de convention qui nous empêche de le voir et qui, tout à coup, le fait briller comme la surface d'un pain de seigle dans un tableau de Vermeer lorsque la lumière passe à travers les carreaux d'une fenêtre hollandaise et vient y imprimer ses diamants, quoi. C'est tirer le diamant de la lumière. La lumière, ça appartient à tout le monde, c'est comme ça. Mais il fallait que quelqu'un vînt nous montrer que dans la lumière, il y a du feu. C'est ça. Vous avez intitulé, Jacques, cette rencontre Diversité, ma devise, l'universalité, notre horizon. Est-ce qu'on parle de la même universalité chez La Fontaine et chez Senghor? Est-ce que c'est le même universel dont on parle? Non, pas du tout. Et oui, c'est le même. je vais expliquer pourquoi non, pas du tout, et oui, c'est le même. Il se trouve, je crois, que la France a inventé quelque chose qui s'appelle l'universalité, mais ne l'a jamais appliqué. Il se trouve que la France a inventé des notions qui sont des notions universelles, mais ne les a jamais appliquées. Et la notion de l'universel a été inventée pour pouvoir justement dire le monde, mais le monde tel que nous le voyons à partir d'ici, et non pas le monde tel qu'il est. J'ai coutume de dire, pardon de faire ici de l'autopromotion, enfin, dans mon cours de francophonie, je commence toujours par dire, écoutez, la littérature passe sans doute par une bonne connaissance de l'histoire, mais qui, elle, commence par une bonne connaissance de la géographie. Si on veut connaître la francophonie, il faut qu'on connaisse, pas simplement l'histoire de France en France, mais également l'histoire de la France dans le monde. Celle-là, ça pose déjà de gros problèmes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails qui fâchent. Mais il faut connaître justement l'histoire de la France géographique mondiale. Or, cette histoire-là, elle est intéressante pour ce dont nous sommes en train de parler, universalité et diversité. Pourquoi? Parce que la France du 15e, la France du 16e, la France du 17e, la France du 18e, 19e, 20e, c'est une France qui, géographiquement, est déjà mondiale. Mais elle est géographiquement mondiale en ce que, j'allais dire, comme toute pensée occidentale de ces siècles-là, c'est conçu comme étant une sorte de production de moi vers l'autre. Générosité occidentale oblige. Je crée New York parce que j'ai créé la Nouvelle York.
Donc, en fait, je suis allé ailleurs, mais sauf que j'ai transporté York avec moi. Je vais ailleurs, sauf que j'ai créé la Nouvelle-France. Bah oui, en gros, je ne suis pas parti de chez moi. Hein. Je voyage, n'est-ce pas, avec mes pénates. Après, on est un peu surpris qu'il y ait quelques petits problèmes avec l'autre. C'est-à-dire avec cette autre conception de l'universel que nous avons inventée et qui, d'une certaine façon, rencontre le monde. Or, tous les écrivains, et Senghor le premier, enfin, ce que je dis là n'est qu'une sorte de ressucé de la pensée senghorienne, tous les écrivains francophones rappellent toujours que s'il y a universalité, il ne faudrait pas le penser comme étant une reproduction de moi, reproduction de l'Europe vers l'autre, mais une sorte d'ouverture de soi à l'autre, ce qui, effectivement, est totalement différent. Et ce que la langue française, je crois, fait de plus en plus, me semble-t-il, ce n'est plus aujourd'hui de dire il s'agit de reproduire la langue telle qu'elle a été imaginée ici vers là-bas. D'abord parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elle a été imaginée ici. Regardez, n'est-ce pas, les guerres entre le français et les patois. Bon, je ne vais pas, n'est-ce pas, me lancer, n'est-ce pas, dans les guerres linguistiques françaises, hein, entre la Bretagne, l'Alsace et le bassin parisien, c'est un peu compliqué. Je ne dis rien de la Provence, bien sûr, ou l'Occitanie. Et évidemment, de dire qu'en réalité, la langue française n'est évidemment mondiale que dans le sens où elle acceptera l'idée qu'elle s'est, je prends l'expression qui est bien connue aujourd'hui, qu'elle s'est émancipée, justement, n'est-ce pas, de la France, elle s'est émancipée de la métropole. Donc, de ce point de vue-là, cette langue devient précisément une langue qui est universelle parce qu'elle accepte, justement, n'est-ce pas, des mots venus d'ailleurs. Mais ce phénomène-là est un phénomène qui est absolument très, très ancien. Ça remonte au Moyen-Âge. Enfin, je veux dire que quand ceux qui se dépêchent d'aller à Jérusalem se baladent un peu au Moyen-Orient, ils ne reviennent quand même pas les poches vides. Hein. Ils reviennent avec quelques mots, dans leur besace, si j'ose dire. Eh ben, ça nourrit un peu le français, et depuis longtemps. Sauf qu'on a juste un tout petit peu oublié que le mot Afrique n'est pas un mot français. Bon, on peut dire les choses de façon très simple, pour prendre cet exemple-là. Donc, cette réalité universelle-là est une réalité qui est déjà contenue dans l'histoire de la France telle qu'elle s'est constituée, et qu'il faudrait juste de temps en temps le rappeler. Voilà, je crois que notre tort, peut-être, c'est de ne pas le rappeler assez souvent. Et que l'enseignement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'éducation, l'école, zone franche dont parlait Patrick Dandré, je suis absolument d'accord avec cette formule. Cette école devrait être justement le sanctuaire de cette reconnaissance, de cette expression de l'universalité, non pas de la reproduction de l'ici, mais plutôt de l'acceptation de l'ici et de là-bas. Je terminais par un truc. Jamel Debbouze, que personne ne connaît, comme vous savez, qui n'a pas fait de longues études, comme vous savez aussi, pour des raisons qui sont liées à son éducation, a une formule que je trouve toujours assez intéressante, que j'ai utilisée pour quelques travaux. Nous sommes tous, disait-il, on lui dit, vous êtes quoi, vous, Marocains, Français Non, nous sommes tous des Isiciciens. L'expression est absolument géniale. Nous sommes tous d'ici. Mais ici, c'est quand? Mais c'est ici. C'est absolument intemporel ici. C'est ici et maintenant tout le temps. Et donc je crois qu'en fait, il faudrait faire de l'école un lieu où il faudrait apprendre l'ici, ici, à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire, au fond, le fait que l'ici, c'est justement la manifestation instantanée de la diversité telle qu'elle se fait là, maintenant. Et on ne peut pas faire autrement que de prendre cela en considération. Or, il se trouve malheureusement que, puisqu'on ne le prend pas en considération, le rapport entre l'école et la société est un rapport qui ne se fait pas. La préservation qui doit conduire justement à la préparation de l'accès à la société ne se fait pas. Nous avons tous oublié, alors que c'est nous qui l'avons inventé, enfin nous, je veux dire l'Occident, qui l'avons inventé, on a oublié qu'au fond, l'école était faite pour préparer les jeunes à commencer leur vie. Les seuls qui n'ont pas oublié la tradition, c'est les Américains. À la fin de leur cycle, ils font le commencement. Je commence ma vie maintenant. Bon, je ne dis pas que ce qu'ils font avant est bien. Hein. Je prends juste le système. Donc, ils ont gardé en fait cette sorte de coquille dans laquelle on dit « je commence ma vie maintenant ». Pourquoi? Parce qu'avant, je l'ai préparé. Et qu'est-ce que j'ai préparé là? Pour revenir à notre sujet, c'est sans doute l'accès à la société dans laquelle je veux mettre en pratique les conditions de l'universalité que j'ai apprises. Mais si je ne les ai pas, ben ça va poser des problèmes. Si je ne les ai pas, la diversité et l'universalité, ben je ne peux pas les appliquer. Et je crois qu'on est confronté en fait à ce... Moi, je pensais qu'on allait parler littérature, je pensais qu'on allait entrer dans les textes, mais on voit bien qu'avec ces deux écrivains, on déborde, et ça, c'est ça qui est formidable. Amidou, tu es d'accord avec ce qu'est en train de dire Romuald? Est-ce que ces sentiments de l'université, tu as parlé de l'école tout à l'heure, est-ce qu'il faut ces classiques-là aussi pour toucher du doigt l'universel? Diversité et universalité,
je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Et c'est pour cela que je pense que notre démarche devrait s'inscrire aussi dans notre souci de redonner à l'histoire le sens de sa logique. Je veux dire par là, il l'a dit tout à l'heure, on énonce des principes, on ne les respecte pas ou on ne les applique pas. Redonner à l'histoire le sens de sa logique, c'est pour moi, si je prends par exemple l'exemple de la Méditerranée, la Mare Nostrum, hein, ce lac au milieu des terres du monde. Je dis que c'est aux latitudes de la Méditerranée et tout au long de ce bassin que sont nées et que sont développées quelques-unes parmi les plus grandes civilisations de l'histoire. Mais toutes ces civilisations avaient quelque chose de particulier. Elles étaient des civilisations métisses, disons-le. Parce que l'Europe, la matrice de la culture européenne, c'est la Grèce. Petit bout de terre entre les îles de la côte ionienne et la mer Égée, aux latitudes des villes de l'Italie du Sud, ce petit bout s'est développé quelque chose d'extraordinaire qui a fait le tour du monde. Matrice en ce que ce miracle grec dont on parle, il n'y aurait jamais eu de miracle grec sans l'apport inestimable de cette rive sud de la Méditerranée, la terre africaine en sa dimension pharaonique, etc. La formule pour calculer le volume d'une pyramide, où a-t-on vu la pyramide? À Athènes ou à Colonne? Non. La Méditerranée, à l'époque, était un formidable trait d'union entre peuples, échanges, diversité, la curiosité. Ces voyageurs, Hérodote, tous qui sont allés de l'autre côté et qui sont revenus avec des réalités autres que ça. Et donc, la puissance et la force de la Grèce qui a inventé ce merveilleux mot, cosmopolitisme, avec Diogène, je pense que c'est le fait d'avoir pensé leur réalité, mais en l'ouvrant aux autres. Le centrer sur l'homme, qui n'était pas exclusivement l'homme grec, mais l'homme en tant qu'homme. Je pense que c'est ça la force de cette pensée qui a irradié le monde quelque part. Donc, l'universalité passe par la diversité. La diversité des cultures, le dialogue des civilisations. Parce que comme j'ai dit, du détroit de Gibraltar jusqu'à l'est de l'Inde, il y a eu brassage, dialogue. De ce point de l'est de l'Inde jusqu'au Japon, jusqu'à revenir au détroit de Gibraltar, là aussi, brassage, dialogue, etc. Mais quelque part, souvent l'Occident a soliloqué. Soliloquium. Se parler tout seul. Il n'a pas tendu une oreille au message des autres civilisations et des autres cultures. Et ça, je pense que c'est quelque part le drame de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la APEF nous invite autour de diversité, ma devise, et l'universalité, mon horizon. J'ai dit, ne nous offre-t-elle pas quelque part le moyen de sauver ce monde qui chancelle? Car en cette période de renouvellement douloureux des assises du monde, il y a deux dangers qui nous guettent. Le repli sur soi et l'ignorance de l'autre. Or, il faut, aujourd'hui, comme disent les poètes, parce que là encore revenons à la poésie, Hugo, puisque nous sommes dans cette salle si bien nommée, le poète, est un prophète. C'est celui qui, en des jours impies, vient préparer l'avenir. Rimbaud nous dit que le poète est un voyant. C'est celui qui est conçu pour sentir et voir ce que les autres ne voient pas. Donc vous voyez la portée et la puissance de la fable qui a comme vecteur la poésie. Poésie, un genre qui parle, parce que nous sommes tous des poètes, tout le monde est poète, tout le monde est sensible à la poésie. La poésie relève même quelquefois de l'ordre de l'émotion, ce n'est pas le discours cartésien. Nous sommes sensibles. Moi, comme je dis, aujourd'hui, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, la fable toutes les fables de La Fontaine, n'est-ce pas, nous parlent, mais d'une brûlante actualité. Quand je pense à Senghor, prière au masque. Ah, prière au masque. Nous portons tous aujourd'hui ce masque. Quand La Fontaine
nous parle de ce mal, les animaux malades de la peste, ce mal qui répand sa terreur à travers la planète. Il y a quelque chose comme de la prophétie. Et ça, moi, j'aime beaucoup ce rapport entre poésie et la manière, éducation et poésie, transmettre par le vecteur de la poésie. Et Patrick Dandré, tout à l'heure, l'ambassadeur de Roumanie nous le disait, ce qui est impressionnant chez La Fontaine, c'est qu'il existe 200 versions dans 200 langues des poésies de La Fontaine. C'est ça, son universalité aussi. Ouais. C'est qu'elle a réussi à parler à tout le monde et dans le monde entier. Sa diversité, oui. De ce point de vue, je reprendrai une chose que vous avez dite et peut-être j'essaierai de la nuancer autrement. Vous dites, nous avons 2 dangers qui nous menacent, le repli sur soi et l'ignorance de l'autre. C'est un peu la même chose. Ouais. Pour moi, je vais faire de la triangulation aristotélicienne. Vous savez que dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote dit, il ne faut pas croire que les qualités ont un défaut qui est leur contraire. Il n'y a pas d'un côté le courage et de l'autre la pusillanimité. Le courage, c'est l'équilibre entre la pusillanimité et la témérité. Si vous êtes téméraire, vous êtes aussi dangereux pour l'armée qui vous emploie que si vous êtes fuyard. Parce que vous allez vous jeter à la tête des ennemis, ils vont vous trucider, ça fera un soldat de moins. Le véritable courage, c'est de mesurer et d'être à l'équilibre entre les deux. À mon avis, l'équilibre de la diversité, il est en intermédiaire entre le repli sur soi et la confusion avec l'autre. La confusion avec l'autre, c'est-à-dire une civilisation mondialisée qui parlera le globish, qui n'aura plus aucune substance particulière et qui sera tellement ouverte à l'autre qu'il n'y aura plus d'autre, puisque tout le monde sera un. Qu'il y aura donc une confusion, une uniformité. Je pense qu'en réalité, la diversité, c'est un concept puissant que La Fontaine a pris pour devise. Diversité, c'est ma devise. J'aime tout, il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. La diversité, c'est l'équilibre entre d'un côté l'uniformité et de l'autre la dissémination. Parce que pour qu'il y ait diversité, il faut quand même qu'il y ait de l'unité. Parce que si vous êtes dans la diversité absolue, vous êtes simplement dans la dissémination. Pour que ce soit divers, encore faut-il qu'il y ait un ensemble à l'intérieur duquel vous faites du divers. Mais l'ensemble, il est un. S'il n'y a que du divers, il n'y a plus de diversité. Il y a simplement l'éparpillement, c'est-à-dire la dissémination. Et je pense que ce que nous enseigne, par exemple, alors là, revenons à la littérature, l'œuvre de La Fontaine, elle est diverse. Il a touché à tous les genres, oui, mais en poète. C'est-à-dire qu'il y a une unité chez lui qui est l'écriture poétique, qu'il a projetée dans des genres différents. Mais ça reste quand même un poète et, par exemple, il n'a pas tellement la fibre théâtrale, parce que quand il fait du théâtre, c'est du théâtre écrit sous forme de poèmes. Ses fables sont excellentes en théâtre. Il a écrit une tragédie, heureusement qu'il ne l'a pas terminée. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et là, dans cette triangulation, est-ce que je peux prendre votre place ? Je suis très, très arrogant, mais La Fontaine était comme ça. Nous sommes à cette tribune, 3 et non pas 2 voix. Il n'y a pas d'un côté La Fontaine et Senghor, c'est-à-dire d'un côté la francité française et de l'autre la francophonie. Il y a une 3e voix que j'aimerais entendre, c'est celle de monsieur l'ambassadeur, qui est d'un pays francophone, mais dont la langue n'est pas le français. Parce que le Sénégal est francophone, mais sa langue, peut-être pas officielle, mais le français y est une langue reconnue, ou y était. Hein. Bon, il y a un élément de ce genre. La Roumanie, ce n'est pas le cas. La Roumanie a une langue, la Roumanie n'a pas une histoire commune avec la France, et pourtant la Roumanie a une place particulière dans la francophonie. C'est une sorte de tiers. Et je dirais que de ce point de vue, la Roumanie est un exemple de diversité, beaucoup plus que nos pays à nous, qui sont des pays, ou bien la France, c'est la France, ou bien les pays qui sont de l'ancien empire colonial français et qui, de ce point de vue, ont avec le français un rapport qui est un rapport spécifique, à la fois de lutte pour s'en distinguer et d'assimilation par l'effet d'une fusion historique contre laquelle les Gallo-Romains n'ont pas lutté quand ils se sont mis à parler latin et qui est aussi un enrichissement. En Roumanie, comment ça se passe et pourquoi aimez-vous tant la France et le français? Est-ce que vous pouvez revenir à la tribune? Voilà, j'avais dit que je prendrais sa place. Merci, professeur, pour ce défi. Combien de temps avez-nous à disposition pour répondre à cette question? En fait, pour faire court, je dirais que la Roumanie est un pays
ouvert pour toutes les langues. C'est pas bon, c'est sûr, le français y occupe une place particulière à partir du 19e siècle. Il y a, comme vous l'avez dit très bien, il faut toujours prendre en compte l'histoire et la géographie. La Roumanie est un pays de frontières, un pays de frontières, à la frontière d'empire ou d'ancien empire, empire austro-hongrois, empire ottoman, empire tsariste, qui a une multitude et qui a accueilli une multitude de populations sur son territoire. On est même aujourd'hui, il y a 18 minorités reconnues en Roumanie. On y parle le français. Pour le français, c'est assez simple. En fait, c'est pas simple, mais c'est le fait qu'au milieu du 19e siècle, les Roumains sont allés en France, notamment pour faire des études. Ils sont venus avec des idées de la Révolution, et c'est ces Roumains-là qui ont créé la nouvelle Roumanie, la Roumanie moderne, avec l'aide de Napoléon III, qui est pas toujours très, très aimé en France, mais pour la Roumanie, il a joué un rôle extraordinaire. Et puis, il y a eu aussi la Première Guerre mondiale où il y avait la mission du général Berthelot qui était venu aider la Roumanie qui était en guerre avec l'Allemagne. Et voilà, ça a donné encore un élan d'amour pour la France, pour le français. Mais il n'y a pas que la France, il y a aussi la Belgique. Parce que la première constitution roumaine de la deuxième moitié du 19e siècle, c'était une copie conforme de la constitution belge. Donc il y a une francophonie qui est venue par plusieurs canaux, par plusieurs vecteurs. Et puis, voilà, bien sûr, on n'est pas toujours très content de l'époque de la dictature communiste dans les années entre 1945 et 1989, mais c'était une époque d'ouverture vers des pays des autres continents. C'est là où la Roumanie a découvert l'Afrique, par exemple, des pays d'Asie. Il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient à Bucarest, et heureusement, ce sont des choses qui ont perduré. On n'a pas jeté l'enfant avec l'eau du bain. Je ne sais pas, on dit ça en roumain, je ne sais pas si on dit ça en français. Voilà, c'est très bien. Donc, parce que il y a des bourses que la Roumanie offre pour des étudiants des pays du Sud, des bourses doctorales, des postdoctorales. Là, par exemple, on est en train d'offrir beaucoup de bourses pour un pays comme le Haïti qui est tellement éprouvé. Donc, il y a cette diversité. Mais c'est vrai que le français joue un rôle particulier, et que même aujourd'hui, il y a 60% d'élèves roumains qui apprennent le français comme première ou deuxième langue. Le français est parlé couramment par environ 12-13% des Roumains. Et c'est un mystère. Comme il y a un mystère de la langue roumaine, il y a aussi un mystère de la langue française. Je me demandais, pour donner seulement mon exemple, à l'époque de la dictature, j'apprenais le français en famille et à l'école, et je me demandais, mais à quoi cette langue va me servir? Parce qu'on était interdit d'entrer en contact avec des étrangers. On ne pouvait pas parler à un étranger, ou ensuite on devait faire un rapport à la milice de Ceausescu. Donc moi, je ne me rappelle pas avoir parlé le français avec un francophone avant 89. Et finalement, voilà, j'ai bien fait de l'apprendre, parce que me voilà ici avec vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Avant de prendre quelques questions dans la salle, moi, je voudrais faire un peu de littérature-fiction. Nous sommes en 2021 et La Fontaine et Senghor se retrouvent autour d'un dîner. Que se disent-ils? Et je pose ma question à mes trois intervenants. Bonjour. C'est tout. Ah, c'est un bon début. C'est un bon début. Et après? Parlons fable. Je pense que d'abord, Senghor demande à La Fontaine pourquoi il est en retard. Parce que c'est un étourdi, il arrivait toujours en retard. J'en suis la preuve. J'arrête. Et moi, je peux dire que Senghor était d'une ponctualité extraordinaire. Parlons fable. Je pense qu'autour d'un dîner, il faudrait que chacun raconte une, si j'ose dire. Comme se font toujours les dîners chez nous, il faudrait toujours en raconter une. Ça se termine toujours par une fable. Et voilà. Alors, comme on est au 400e anniversaire de sa mort, allez, je vous pose une question à tous les trois, puis en plus, votre Bible est là. Ouais. Quelle est votre fable préférée de La Fontaine? Je ne vais pas vous dire ma fable préférée, je vais raconter une anecdote. J'étais à Abu Dhabi où nous avons créé une Sorbonne, n'est-ce pas, Romuald, hein? Parce qu'on aime tellement la Sorbonne qu'on en fait plusieurs. Et donc, voilà, c'est l'universalité. C'est celle que j'appelle la Sorbonne des Sables. Mais ça, c'est une appellation personnelle. Et j'enseignais le XVIIe siècle à des étudiantes
qui avait appris le français l'année précédente. Alors je me suis dit, il va falloir être simple quand même. C'est pas facile le XVIIe siècle. Vous savez, Racine, par exemple, parfois, la grammaire est un peu complexe. Alors je leur ai fait étudier le corbeau, le renard. Voilà. Et puis, je lis ma fable, et tout à coup, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Alors, mis à part bois, elles n'avaient rien compris. Ou plutôt, elles n'avaient pas compris les mots, mais elles avaient compris le sens. Et je pense que c'est ça, le miracle de La Fontaine, c'est peut-être aussi celui de Senghor, c'est qu'on peut le comprendre à différents niveaux et à tout âge. Moi, je n'ai pas encore tout à fait compris La Fontaine, mais je m'exerce. Et ça fait pourtant 45 ans que je suis dessus. Et pourtant, des gosses de 4-5 ans ne comprennent pas tout, mais ils comprennent de quoi ça parle. Et ils entendent la musique. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont des conteurs. Et je pense que dans la conversation qu'ils auraient eue, il y aurait eu cela, un assaut de récits, un assaut de contes. Je crois qu'en Roumanie, il y a une tradition qui est dans les repas de famille, on m'a raconté ça, le moment où on raconte des histoires drôles. L'histoire drôle étant un peu, je pense que Ionesco nous en a laissé quelques traces, une manière de faire société, de faire référence, d'être dans une communauté. Eh bien, je pense que le conteur est un homme à part. Il a un ton qui fait qu'on le comprend quoi qu'il raconte. J'avais un directeur de recherche qui disait « Madame Untel m'aime tellement que même si je lisais l'annuaire des postes, elle m'écouterait. » Eh bien, il y a quelque chose de ce genre, vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils ont l'art, et j'en prends un exemple tout récemment à Château-Thierry. Merci Jacques. Nous étions dans une rencontre et Denis Podalides était venu gentiment, pour le plaisir, nous lire des textes de La Fontaine, gratuitement, depuis l'endroit où il tournait son prochain film. Et il lisait le début des Amours de Psyché, mais je lui pose la question, à vous quand vous mettez ça dans votre bouche, quel effet ça vous fait ? Et il dit c'est formidable. Il le dit avec ces mots, je rapporte l'idée au moins. Il dit c'est extraordinaire comme entrer en matière. Il y a une espèce de naturel. Ça glisse, ça coule. 4 amis dont on a l'impression qu'on les voit, on va marcher avec eux, on est avec eux. C'est fluide. Et en réalité, c'est totalement sophistiqué. C'est écrit avec un art, une manière spécifique. Je peux vous ouvrir n'importe quelle fois, vous montrer comment il y a une espèce de... C'est écrit comme du Bach ou comme du Mozart, plutôt. Oui, du Mozart. C'est-à-dire que c'est génial, ça a l'air naturel, spontané comme ça. C'est le fruit d'un immense travail. C'est très élaboré, c'est très sophistiqué. C'est pour ça que ça a l'air naturel. Et je dirais que le conteur, c'est celui-là. C'est celui qui, grâce à un travail très, très ancien, et à des dispositions naturelles, réussit à vous mettre dans le sentiment d'une évidence de sa parole, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de très élaboré derrière. Il y a tout un art, toute une technique, toute une technologie, et ça paraît être tout simple. Alors, si on avait enregistré la conversation de Senghor et La Fontaine, on se serait dit, ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis toujours, et puis ça coule et ça va tout seul. Oui, ça va tout seul, mais comme disait Picasso un jour qu'il avait fait un dessin sur un coin de table et quelqu'un lui disait quand même, faites ça en 30 secondes et ça vaut 3 millions ou 30 millions, il dit non, je ne l'ai pas fait en 30 secondes, je l'ai fait en 60 ans. C'est cela. Ouais, vous n'avez pas répondu à ma question. Si. J'arriverai pas à lui faire dire... Alors, Amidou, ce serait quoi ta fable préférée? Bon, je pense que c'est de la conversation. Ah, mais tu peux pas déjà la conversation. La conversation entre les deux, ils sont académiciens tous les deux, donc frères en immortalité, et leur œuvre est entrée en immortalité aussi. Ils discutent, l'un est de Joal, l'autre est de Château-Thierry, ils se disent mais pourquoi ne pas jumeler nos deux livres? Donc à l'APF de travailler au jumelage Voilà, c'est un appel lancé de ces deux villes. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai proposé même plus. Très bien. À la fois Alexandre Dumas au château François Ier. Voilà, très bien. Il est administrateur, j'espère qu'il est bien entendu. Donc Joal sera jumelé à Château-Thierry. Voilà, ça c'est fait. Et ta fable préférée? Choix de Sophie. On peut pas. Le fromage, je rêvais de fromage enfin. Ah. Voilà, puisque je suis Peul aussi, étant Peul, le lait, voilà, qui se transforme pour devenir le fromage. Donc ma fable, c'est le... Je vais vous dire le truc quand on vous pose cette question. Dites-moi. Quand on vous pose cette question, il faut répondre « Ma fable préférée, c'est celle que je viens de lire ». Vous en sortez toujours.
En fait, j'aurais jamais dû poser cette question, c'est ça. On me la pose souvent, c'est pour ça Mais que est-ce je connais la que tu n'es pas réponse. obligé d'y répondre, Romuald, si tu n'as pas envie d'y répondre? Non, mais je viens d'avoir la clé. Oui, absolument. André l'a dit. C'est celle que je viens de lire dans le taxi. C'est celle que tu viens de dire. Alors, je vais maintenant à vous. Vous pouvez prendre des micros qui sont ici. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Ne soyez pas timides. Vous êtes quand même des spécialistes de La Fontaine et Senghor. Un 8 septembre à Paris, ce n'est pas tous les jours. Merci. Je suis Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, également représentant du président Alassane Ouattara à la francophonie, décision prise tout récemment. Ancien ministre de la Culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire, professeur et écrivain. Je suis heureux de participer à cette première rencontre depuis que je suis ambassadeur ici. C'est ma première sortie en tant qu'homme de culture. Je vais saluer mes amis que je reconnais, le professeur Amidou, avec qui j'ai eu à collaborer auprès du président Abdou Diouf dans mes fonctions d'ancien ministre de la Culture et de la francophonie. Je vais apporter une petite contribution parce que j'ai enseigné Senghor, l'humaniste, le poète. Et Amidou a bien parlé, mais il n'a pas beaucoup insisté. L'univers que je pense que Senghor partage avec La Fontaine, c'est l'espace. L'espace qui s'étend de deux bords de la Méditerranée. Et quand Senghor parlait de l'univers, de l'universel, et du rendez-vous du donner, du recevoir, il a beaucoup insisté sur cette civilisation riche qui s'est développée des deux bords de la Méditerranée. Et depuis l'Antiquité, depuis la Grèce, jusqu'à Rome, en passant par la civilisation égyptienne et de la Mésopotamie, Senghor a beaucoup insisté sur ce brassage. Ce brassage à la fois racial, et quand Senghor parlait de l'avenir du monde, le métissage comme l'avenir du monde, il prenait pour modèle cet espace où les frontières n'étaient pas fermées, où les voyages transportaient des valeurs. Et vous l'avez cité, tous ces philosophes grecs qui ont émigré, qui ont séjourné en Égypte, qui ont séjourné à Carthage. Et Ésope, je pense que vous l'avez évoqué, même si vous n'avez pas beaucoup insisté, mais on sait très bien que l'héritage d'Ésope a été récupéré par La Fontaine. Et Senghor également, quand il parle du royaume de l'enfance. Ce royaume de l'enfance qu'il a célébré, mais c'est le royaume du conte, bercé par le conte. Et ce monde zoologique, plutôt humain, les animaux, mais le conte, c'est ce qui nourrit le royaume de l'enfance. Donc je pense que Senghor et Césaire, Senghor et La Fontaine partagent ensemble le royaume de l'enfance, qui est le royaume du conte, qui est le conte universel. Et ce conte et ces contes sont toujours animés par des animaux, mais qui ne sont que des prototypes, des êtres humains. Senghor et La Fontaine partagent aussi l'humanisme universel, qui sont symbolisés par ces personnages que nous voyons. Et moi, fils de paysan, ma fable préférée, c'est le laboureur et ses enfants. Parce que c'est ce que je récite à mes enfants. Parce que c'est ce que j'ai toujours récité. Et nous le chantions. Et nos maîtres, nos villages, nous le citaient comme poèmes et fables préférés. Voilà, je vous remercie. Merci. Vous avez une question ici. Merci, je suis Angélique Ngoma, députée du Gabon, présidente de la commission coopération et développement de l'APF, présidente de la commission générale et permanente de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles à l'Assemblée nationale de la République gabonaise, ancien ministre, notamment ancien ministre de la Défense nationale. Je voudrais d'abord saluer l'initiative
prise par l'APF, notamment par son secrétaire général et l'ensemble des constituants de l'APF, de réunir aujourd'hui Senghor et La Fontaine pour justement parler de diversité et d'universalité et nous ramener dans la métaphore complète des animaux qui constituent une universalité autant chez nous qu'ailleurs. Je le dis chez nous parce que dans les fables ou dans les contes, on peut assimiler le conteur à un leader d'opinion et aujourd'hui aussi on peut dire à un politique qui sait justement parler à sa base et faire passer le message qui convient pour faire comprendre aux autres l'essentiel du social, du politique, de l'économique, du culturel et autres. Donc je viens m'abreuver à la source de nos intervenants qui ont fait jaillir en moi quelques éléments essentiels de récitation apprise à l'école et récités devant papa et maman ou yaya. Yaya, chez nous, c'est l'aîné. Mais qu'il fallait à tout prix retenir par cœur. Mais dans ce que l'on retenait par cœur, il faut arriver à l'appliquer 10 ans, 15 ans après. Parce qu'au moment où on apprend la récitation, on ne sait pas trop ce que cela peut nous apporter. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses 3 enfants et leur parla sans terme, en leur disant « Creusez, fouillez, bûcherez, travaillez, prenez de la peine. » Et c'est le fond qui manque le moins. Et on retient... Le travail est un trésor. Et le travail est un trésor. Tout comme on nous dira aussi qu'un corbeau perché sur un arbre tenait à son bec un fromage. Et on vous dit la morale, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, c'est tout un enseignement que l'on découvre par la suite, mais que l'on n'apprend pas, dont on ne devine pas l'importance au moment présent, et ça rejoint ce qu'a dit le professeur Fonkoy en parlant d'intemporalité de l'enseignement. Et la nécessité de l'éducation, la nécessité de la formation, et cela se ressent d'autant plus que cela n'a pas de limite et n'a pas de frontières. Et comme il a dit, il est français. Il est un icicien, ici et maintenant, pour nous tous et pour plus tard. Donc, je sors de là ravie d'avoir appris, parce que ma formation initiale n'est certes pas littéraire. Je suis plutôt professeur de comptabilité et bureautique. En me lançant dans la littérature aujourd'hui, je trouve qu'il y a effectivement à apprendre. Mais de tout ce que j'ai entendu, puisque nous sommes dans l'universalité, la complémentarité aussi, on ne fait pas trop ressortir l'importance de ces composantes. Quelle place accordait La Fontaine et Senghor à la femme au sein de cette société évolutive? Je vous remercie. Encore bravo à l'APF et bravo à tous. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Je peux réagir à propos de la femme chez Senghor. Oui, voilà. Et la femme chez La Fontaine, vous êtes prêts? Ah, je veux bien. La femme chez La Fontaine, oui, c'est un peu vaste comme sujet. Tu voulais intervenir? Sur Senghor. Non, vas-y, oui. Oui, sur Senghor, alors évidemment, on connaît très bien la place de la femme dans la poésie senghorienne. C'est le premier à avoir, si j'ose dire, dévoilé au sens poétique du terme la femme, de l'avoir encensée, de l'avoir rendue belle à un moment où, évidemment, celle-ci n'était qu'objet dans la littérature exotique, n'était qu'objet dans la littérature coloniale. Mais il le fait à partir d'un socle qui est un socle, j'allais dire universel, pardon pour ce qui va suivre, et qui est la Bible. Il est chrétien, il est catholique, il connaît très bien, si j'ose dire, ses classiques, et c'est à partir justement de là qu'il dessine en fait la femme. Et la femme, alors, cesse d'être un corps physique pour devenir un corps spirituel, à partir de quoi, justement, il pense, si j'ose dire, n'est-ce pas, la divinité, ou alors il pense l'au-delà. C'est ça, en fait, la grande force de la poésie senghorienne, dès lors qu'il s'agit, n'est-ce pas, de parler de la femme, pas simplement, n'est-ce pas, ce qu'on en a dit.
On a dit que Senghor était celui qui, à un certain moment donné, dans sa poésie, avait de la femme fait un objet qui était un objet sexuel. Non, pas vraiment. C'est plutôt un objet spirituel. C'est plutôt un objet spirituel. Et quand on connaît l'œuvre de Senghor de ce point de vue-là, on ne peut pas la réduire justement à cette dimension négative. J'en profite pour dire une chose qui a été évoquée tout à l'heure par Patrick Dandré. À propos justement du rapprochement entre Senghor et La Fontaine, c'est que les deux étaient tous des poètes, a dit Patrick à juste titre, parce qu'au fond, s'ils ont pratiqué plusieurs genres de la littérature, ils l'ont fait en poète. Et il a eu cette expression que je trouve assez juste, à savoir, quand La Fontaine a commencé du théâtre, heureusement qu'il n'a pas fini. Cela n'aurait pas été très bien. Mais Senghor a fait exactement la même chose. Senghor commence une pièce de théâtre qui s'appelle Tchaka, il ne finit pas. Et j'allais dire que c'est très bien qu'il n'ait jamais fini Tchaka. Tchaka, vous le savez très bien, c'est en fait le grand roi zoulou de la fin du 19e siècle, plutôt du milieu du 19e siècle, qui va expliquer à son peuple, il y a des Blancs qui arrivent, en parlant bien sûr, n'est-ce pas, des Anglais, et une fois qu'ils seront venus, votre pouvoir va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous les combattez ou bien vous me combattez ? Choisissez. Ils vont mal choisir, ils vont le combattre. Bon, ils vont le tuer, on connaît la suite, les Anglais arrivent, le peuple zoulou n'existe plus. Mais cette figure-là de Tchaka était une figure dont on ne peut pas justement écrire une pièce de théâtre. Et je crois que c'est une figure qui est tellement épique que le théâtre ne peut pas rendre justement la grandeur de cette figure épique. Et il est bon, d'ailleurs, que Senghor ne soit pas allé plus loin que le début de la pièce de théâtre, comme Senghor, de même que La Fontaine, n'a jamais mis les pieds dans le roman. Jamais. C'est quelque chose qui lui était absolument étranger. Césaire, c'est la même chose. Enfin, c'est des gens pour qui le roman est un genre qui est absolument étranger. Ils ne savent pas, si j'ose dire, raconter des histoires. Parce qu'ils ne se la racontent pas d'abord, ni l'un ni l'autre. Ils ne savent pas raconter d'histoire parce qu'ils ne se la racontent pas. Césaire disait qu'il faudrait regarder la réalité pour ce qu'elle est, et Senghor disait qu'il faudrait appeler un chat un chat. Alors quand on se met à appeler un chat, on ne peut pas raconter autre chose que de dire en poésie qu'un chat est un chat. La Fontaine n'est peut-être pas loin avec ses animaux. Et La Fontaine et les femmes alors. Oui, c'est très vrai. Par exemple, Mauriac ou Gide, qui sont d'excellents romanciers, ne peuvent pas être des gens de théâtre. Ils ne sont pas bons en théâtre. En revanche, Claudel, qui est un poète, réussit à faire du théâtre, mais c'est du théâtre tellement poétique que c'est une branche de la poésie. Il se contente d'incarner. Quant à La Fontaine et les femmes, c'est une question immense. Je partirai toujours de ce principe. Quand on me pose une question sur La Fontaine, n'oublions jamais qu'un auteur du XVIIe siècle est un auteur média. Il parle les textes d'un autre, un texte antique, et il y apporte une inflexion. Mais c'est un homme dont la modestie consiste d'abord à faire parler Ésope à sa place, comme Racine fait parler Sophocle ou comme Molière fait parler Plaute. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il crée une appropriation pour le public de son temps et pour l'éternité ou la pérennité, par la manière dont il adapte, dont il gauchit, dont il rétablit ou réorganise ce qui a déjà été constitué. Alors il faut bien voir cela quand on parle de La Fontaine et les femmes. Pour ce qui est du genre et de l'œuvre telle qu'elle est, deux aspects. Un, la gauloiserie, parce que ça fait toujours rire, il ne faut pas aller chercher plus loin. Les femmes, il les aimait beaucoup. Vous savez que dans la liste de ce qu'il aime, il dit « j'aime le jeu, l'amour ». Ensuite, la ville, la campagne, secondaire. Le jeu, l'amour, vous voyez. Donc, les femmes, il les aimait beaucoup. Il les payait parfois. Il l'a raconté. Donc, il y a un côté gauloiserie parce que c'est une forme d'obscénité, je dirais, revigorante. Et puis, il y a un second aspect, c'est qu'il appartient à l'époque où la femme est valorisée par une culture nouvelle de raffinement, la culture des salons, la culture de la conversation, ce qui va s'épanouir encore davantage au XVIIIe, mais qui déjà existe au XVIIe. Il a dédié son premier recueil à un enfant, c'est normal, recueil des fables. Le second, il l'a dédié à Madame de Montespan, qui passait pour avoir le plus grand esprit de son temps, l'esprit Mortemart, du nom de sa famille. Vous savez que lorsque Madame de Montespan faisait de l'esprit avec Louis XIV et qu'on passait sous les fenêtres où elle était, on appelait ça passer par les armes. Donc il y a aussi une image, je dirais, de la féminité comme civilisatrice, comme quelque chose qui va un peu arrondir les angles du Souda et la dimension d'universalité qu'il y a là-dedans, car je rappelle toujours cette phrase de
d'une grande précieuse, Madame de Rambouillet, qui pourtant est un personnage qu'on pourrait estimer snob et tout cela, et qui disait que l'air d'honnêteté, l'air du grand monde, l'élégance est une chose qui s'étend partout. Il disait, si je connaissais un honnête homme qui fut aux Indes, alors vous savez, pour eux, les Indes, c'était vraiment très loin. Hein. C'était l'altérité, alors la plus absolue. Il n'est rien que je ne ferais pour lui parce que ce serait un honnête homme. Alors vous voyez, il y a un côté un peu restreint, hein, on fait ça entre honnêtes gens, mais l'honnêteté s'étend partout. C'est-à-dire que l'universalité naît au sein de ce cercle restreint où on invente la conversation. Et l'une de mes thèses, c'est que la tolérance, l'esprit de tolérance est né là. Il est né dans cette écoute de l'autre, dans cet art de considérer que, quoi que dise l'autre, il faut que je l'écoute simplement parce qu'il est autre, ce qui est le cas de la conversation. C'est cela le vrai débat. Vous savez, la tolérance à la façon religieuse, la tolérance d'Henri IV, ça consiste à dire je peux tolérer les religions qui ne sont pas trop éloignées de moi quand elles ne se trompent pas trop. C'est-à-dire je peux tolérer un protestant, mais enfin un musulman, il ne faut pas exagérer. Un animiste, alors là, n'en parlons pas. Vous voyez, tandis que la tolérance mondaine, ça consiste à considérer que l'autre est digne de parole par le simple fait qu'il est autre. Et quoi qu'il dise, y compris des conneries absolues, il faut que je l'écoute. C'est cela qui, finalement, crée un espace sur des sujets qui sont superficiels pour un jour faire naître la même chose sur des sujets qui seront profonds, c'est-à-dire la tolérance de la démocratie. Jusqu'où la démocratie, par exemple, peut-elle être tolérante envers ceux qui veulent la détruire? Nous avons en ce moment un procès, et un procès démocratique à l'égard de gens qui ne se sont pas conduits, c'est le moins qu'on puisse dire, démocratiquement. Et c'est cela, la leçon de la vraie démocratie et de la tolérance, une tolérance qui doit être armée, mais qui demeure quand même toujours à l'écoute de l'autre, qui a des avocats pour défendre sa cause et expliquer pourquoi il s'est conduit de manière que personnellement je qualifierais d'ignoble, mais enfin bon, c'est pas moi le juge. On va prendre une dernière question s'il y en a une. Voilà, monsieur, voilà. Ah, bon, donc 2 questions. Alors. Bonjour, je remercie la table. Je me présente, Monsieur Boubacar Dabo. Je suis ministre conseiller à l'ambassade de Guinée-Bissau, ici en France. Je suis ici aujourd'hui devant les éminents professeurs qui parlent de Senghor et de La Fontaine. Senghor, bien sûr, j'ai eu la chance de le connaître puisque j'ai fait mes études au Sénégal. Mais je l'ai connu encore quand je l'ai rencontré à Abidjan. Et je vais expliquer une petite anecdote. J'étais allé en vacances chez le président Houphouët-Boigny. Et c'est là que j'ai rencontré physiquement le président Senghor, avec qui j'étais au Sénégal, que je connaissais de loin. Il m'a dit, mais 2 Sénégalais se rencontrent chez un Ivoirien. Ah, ça, c'est l'Afrique. Bon, j'avais 15 ans à l'époque. Mais quand on parle de Senghor aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir pour avoir connu cet homme. Mais le rapport entre Senghor et La Fontaine, nous avons parlé de diversité et de l'universalité. Cette diversité, pour nous, pays lusophones, est comme une particularité. Mais cette particularité se retrouve dans l'universalité quand nous faisons partie de la francophonie. Et cela est très intéressant pour moi, pour nous, surtout que quand j'ai suivi l'intervention des éminents professeurs et surtout l'intervention de l'ambassadeur de Roumanie, qui, dans ce milieu, se trouve, je crois, dans le même, que je me considère qu'on se trouve dans la même considération. Et cela me fait poser une question. Même si nous nous trouvons dans ce milieu francophone, mais je voudrais vous dire de nous aider à une intégration plus rationnelle
dans cette francophonie. Je vous remercie. Alors moi, je voudrais, c'est plutôt quelques remarques, parce que vous nous avez entraînés là dans des sphères, ça vole très très haut. Vous nous avez captivés, il faut le dire. C'est très intéressant. Et moi, j'aimerais revenir un peu sur Terre et revenir sur quelque chose qui a été exprimé là, notamment par Patrick Dandré, La Fontaine, un conteur. Mais bon, les conteurs, il y a longtemps que La Fontaine ne compte plus, hein, depuis presque 320 ans maintenant, enfin 330 ans, parce qu'il est décédé. Donc, d'autres ont pris le relais. Vous avez cité Denis Podalides, et évidemment, il y en a d'autres. Moi, j'ai écouté il y a quelques mois, c'était dans le jardin du Ranelagh, un professeur qui nous a raconté le corbeau et le renard à sa façon. Et c'était au pied de la statue, justement, qui représente La Fontaine avec le corbeau et le renard. Et là, c'est là que j'ai compris pourquoi La Fontaine existait encore. Quand je dis La Fontaine, c'est pas tant le personnage, c'est son œuvre et surtout ses fables, comme vous l'avez tous rappelé ici. C'est pas seulement un conteur, c'est surtout, moi j'ai compris que là, alors moi mon métier c'est de faire du théâtre, hein, je ne l'ai pas précisé, donc c'est un metteur en scène de la langue française et ces personnages, ce sont les mots. C'est évident, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. C'est pour ça qu'un enfant de 6 ans peut comprendre le corbeau et le renard sans comprendre les mots, parce qu'il y a des personnages qui évoluent dans des situations très très claires, très simples, mais qui racontent des histoires très fortes. Ça, c'est la force des fables, et c'est la force, j'allais dire, c'est ce qui nous... C'est l'héritage qu'on a de ce personnage-là. Alors merci, Monsieur Dandré, de m'avoir éclairé là-dessus. J'aimerais aussi, peut-être que ça répondra à plusieurs questions, enfin à plusieurs questionnements. J'ai vécu une expérience dans un pays qui s'appelle la Guinée. Alors c'est ni la Bissau, ni ce qu'on appelle la Conakry, qui connaît des problèmes en ce moment, c'est la Guinée équatoriale. Donc pays pas facile, je ne le connaissais pas. J'y suis arrivé à Malabo, sur une île. Et puis là, j'ai découvert, on m'avait demandé de venir encadrer une formation pour des comédiens et des metteurs en scène guinéens. Bon, on m'avait un peu prévenu de l'état un petit peu, j'allais dire, démocratique de ce pays. Et voilà. Et moi, je travaille beaucoup par l'improvisation, et on commence, je leur donne un sujet d'improvisation, et je m'aperçois qu'il ne se passe rien. Mais rien du tout. Et là, bon, je réalise qu'effectivement, ils sortent du colonialisme, c'était l'Espagne, puis du franquisme, puis d'un président qui dure, voilà, et qu'il y a quelque chose qui est cassé dans la façon de fonctionner, dans la façon de faire appel à l'imaginaire. Donc, j'étais un peu coincé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, je lui dis, tiens, je suis né à Château-Thierry ici, donc ça peut aider, je vais faire comme La Fontaine, je vais faire intervenir les animaux. Donc là, les sujets d'impro, j'aurais donné des sujets d'impro avec des animaux. Il y avait un pangolin, un porc-épic. Enfin, j'ai essayé de voir un peu avec leur faune, la faune locale. Et là, ça a commencé à marcher. Voilà. Et ça a marché parce que ces gens-là étaient des adultes, mais ça n'allait pas très très loin quand même. C'est-à-dire qu'on avait des séquences, des scènes, mais l'essence, on ne pouvait pas en tirer grand-chose si on voulait éventuellement en faire un spectacle ou une ébauche de spectacle. Et là, c'est là que j'ai compris aussi que ce que vous avez rappelé tout à l'heure, il manquait quelque chose, eh bien, c'est l'apprentissage chez l'école. Voilà, c'est une remarque. Et dernière remarque, La Fontaine est toujours présent. Là, beaucoup d'entre vous ont cité La Fontaine, mais bien souvent, on le transforme un peu. Hein, c'est-à-dire que ces fables, elles sont encore vivantes quand même, parce que vous avez tous fait des erreurs. Alors, vous voulez que je vous les donne? Oui. Patrick Dandré m'a fait une confidence. Oui. Il paraît que vous récitez très bien les fables de La Fontaine. Moi non, parce que je ne les connais pas. Ah, vous les connaissez? Dommage, dommage. Non. On aurait terminé sur une fable. Ah oui, mais non. Peut-être que monsieur l'ambassadeur a retrouvé sa fable. C'était l'âne et le chien. Oui, mais vous n'avez pas le texte. Je ne l'ai pas le texte. Celle-là, je ne la De toute connais pas par façon, cœur. Il faut s'entraider. En roumain et en français. Oui, c'était superbe. Ah ben, monsieur Dandré, le livre, si vous voulez la lire. Allez.
Alors, on va, si vous voulez bien, on va terminer sur une, sauf si vous avez vraiment. Non, mais je c'est vous très dire, court. Madame, vous avez 3 enfants, non? Vous avez 3 enfants? Ah, vous en avez plus que vous avez dit le laboureur, c'est 3 enfants, c'est intéressant, ça. Ah ouais, c'est bien. Bon, c'est la grenouille qui voulait se faire. Tout le monde fait la faute, hein, donc c'est actualisé. Hein. C'est pas tout à fait ça. Vous relirez les fables de La Fontaine. Je vous remercie. Merci. Pendant qu'on cherche la... Allez-y, Alban. Oui. Bonjour, Alban Boja, président du cercle Richelieu-Senghor de Paris, cercle d'échange et de réflexion sur la francophonie et le dialogue des cultures. Je voudrais juste faire un tout petit témoignage. Nous préparons actuellement la célébration du 50e anniversaire du cercle et j'ai retrouvé un très court témoignage que je voudrais vous lire. C'est le message qu'a adressé Léopold Senghor aux membres du cercle Richelieu-Senghor au moment où le cercle, qui était autrefois le cercle Richelieu, est devenu le cercle Richelieu-Senghor grâce à Léopold Senghor. Je vous le lis très vite, je cite « Chers amis, je serais heureux que la promotion qui porte mon nom fût baptisée sous le signe de la civilisation de l'universel que Pierre Teilhard de Chardin nous annonçait au milieu de ce siècle pour l'aube du 3e millénaire. En effet, ma double vie de militant de la négritude et de la francophonie fut animée par cette idée. C'est pourquoi j'ai toujours proposé à mes frères africains de commencer par s'enraciner profondément dans les valeurs de notre continent, négro-africain et arabo-berbère, pour mieux s'ouvrir aux valeurs fécondantes des autres continents et d'abord de l'Europe, en vous souhaitant une heureuse réunion, etc. Message du 11 septembre 1984. Voilà, merci. Et puis bon anniversaire. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez retrouvé la fameuse fable? En fait, j'ai trouvé une autre fable, l'âne et le chien. Il a eu plusieurs à des chiens parce que c'est pas celle que j'avais lue, mais voilà, c'est l'âne et le petit chien. En gros, je pense que je vais pas. En plus, j'ai pas les bonnes lunettes ce matin pour lire, donc je ne vais pas. Je vais vous épargner une lecture balbutiante, mais bon, sachez que c'était une très belle métaphore sur la solidarité avec un âne qui était en train de mourir et le chien qui, au lieu de le secourir, il se trouvait obligé à le porter pendant qu'il était mort parce qu'il n'avait pas secouru à temps. Donc du coup, il se retrouvait avec la dépouille de l'âne sur ses épaules et il se disait si je l'avais sauvé à temps, j'aurais pas dû avoir cette dépouille à porter, donc pourquoi je l'ai pas fait. Donc c'était sur la solidarité et sur les regrets qui viennent toujours trop tard. Voilà. Merci Jacques, un dernier mot pour conclure? Oui, c'est très difficile, comme l'a dit Nicolas Jobert, cette rencontre placée sous le sceau de Jean de La Fontaine et Léopold Sédar Senghor a atteint un niveau, moi je l'ai placé sur un domaine très politique, sur lequel il faudra qu'on revienne, mais bien évidemment les experts, les hommes de lettres, professeurs qui sont autour de moi, nous ont amenés à avoir une réflexion littéraire, la place de la littérature dans notre société, mais pas que. J'ai quelques collègues qui sont là. Nous disons fréquemment que quand on est élu, il faut rencontrer les citoyens, ça me semble indispensable. Il y en a bien de nombreux qui l'ont oublié. Il ne faut pas rester seulement entre soi. Il faut aussi rencontrer des experts, des spécialistes, des techniciens, des économistes. Ce que nous nous efforçons de faire à l'Assemblée nationale, parce que sinon la réflexion politique est quelque part un peu, et j'ai même envie de dire souvent, étriquée. Et donc là, vous avez rappelé le rôle fondateur de l'histoire, nous le savions peut-être un petit peu déjà, mais aussi et surtout le rôle que devrait avoir la littérature par rapport à l'émergence d'une réflexion qui puisse
porter les aspirations du monde. Et cette ambition-là, vous nous la rappelez, et vous avez ô combien raison. Hein, rares sont les hommes politiques, rares sont les colloques, même si on est ici dans la salle Victor Hugo, où les politiques, les élus, les parlementaires se retrouvent avec un panel de professeurs comme c'est le cas ce matin. Donc je voulais vous en remercier. J'ai une petite frustration, pas celle de la politique, on y reviendra, mais c'est celle de la place du rôle essentiel que pour Jean de La Fontaine, bien évidemment, mais aussi pour Léopold Sédar Senghor, revêtait la langue française. Et j'aurais voulu saluer la présence de M. l'ambassadeur, M. Salon, qui est là et qui est engagé dans un militantisme très fort. Vous avez parlé tout à l'heure, en citant plusieurs langues, même des langues maternelles, qui auraient favorisé la créativité, l'engagement. Qu'en sera-t-il demain? Quand on parle beaucoup de biodiversité, mais quand on sait qu'une vingtaine de langues disparaissent chaque année, quand nous parlerons tous, pas nous ne serons plus là, mais quand la société sera habitée par l'hégémonie, la présence d'une seule langue, qu'en sera-t-il de votre élan pour cette universalité, cette diversité? Eh bien, nous l'aurons réduite à peau de chagrin. Et j'aurais voulu entendre votre réflexion intellectuelle sur cette diversité linguistique qui est quelque part ce cap dans lequel nous voudrions engager la civilisation. Donc c'est peut-être pour un futur colloque, peut-être, hein, la place de la langue française et du multilinguisme dans la créativité et la diversité du monde. Donc je voulais vous en remercier, et comme j'en ai pris l'habitude au cours de ces rencontres, bien évidemment, et l'autre élément pour lequel je suis très content, parce que je portais quelque part les morales ou quelques fables quand nous étions dans nos tournées francophones, que ce soit dernièrement Emmanuel à Varsovie, à Cracovie, pour lequel nous sommes invités pour un colloque autour de Jean de La Fontaine, mais aussi sur le continent africain. Et donc je me disais, c'est quand même... Je parle à chaque fois aussi, bien évidemment, du père fondateur de la francophonie, mais ceci étant, parler de Léopold Sédar Senghor ici, à l'Assemblée nationale, ça me semble être vraiment incontournable, et le porter dans tout l'espace francophone, c'est vraiment un élément, une obligation morale pour ma part. Donc pour terminer, comme je le fais habituellement, et là j'y viens, c'est que Jean de La Fontaine disait « Je suis un homme de Champagne ». Et donc, je ne peux que vraiment vous remercier, vous convier à Château-Thierry, nous y dégustons un magnifique champagne, n'est-ce pas Michel? Et donc de vous remettre une bouteille de champagne qui est bien sûr avec l'étiquette du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Alors je comprends l'injustice que vous allez pouvoir me reprocher, parce qu'il faudrait qu'il y ait une étiquette Léopold Sédar Senghor. Bien, nous pourrions y travailler, et je salue la présence de la librairie des fables de Château-Thierry, et peut-être on pourrait accueillir quelques-uns des écrivains actuels qui portent la pensée de Léopold Sédar Senghor dans le cadre d'une dédicace à Château-Thierry pour aller plus loin dans le rapprochement entre Jean de La Fontaine et Léopold Sédar Senghor. Donc merci aux uns aux autres. Et donc, je vais vous remettre la bouteille de champagne, c'est fait, mais il y a aussi un livre de Jean de La Fontaine. Et là, j'imagine que votre frustration est à son comble, que nous n'ayons pas un livre sur Léopold Sédar Senghor. Mais ça, vous en faites pas, nous réparerons cet oubli. Je pense qu'on peut applaudir nos intellectuels, franchement, dans ce monde où on manque de personnalité, eh bien, comme l'a dit avec des mots justes à chaque fois qu'il prend la parole d'ailleurs, Patrick Dandré, oui, la diversité, c'est pas l'éparpillement. La diversité, c'est le respect de la différence dans une perspective d'unité. Et donc, merci d'y avoir contribué. Je voudrais que vous les applaudissiez encore une fois bien fort. Merci à vous.
tout.